Là, on est dans une vraie ère de transition. Avec Tom, on pense qu'il faut prendre... Il faut C'est prendre. important. Il faut surfer la vague là. Nous, on a toujours été à fond dans le digital pour la salle, et là, c'est la suite logique. Malgré le fait que ce soit des business physiques, ce sont des business qui peuvent tout autant profiter de ce genre de choses. Le plus important, c'est pas forcément que ce soit le site le plus joli du monde, c'est plutôt la hiérarchie des informations, la clarté et le call to action. Et il faut se dire quel est le parcours de l'utilisateur quand il arrive sur le site, quelle info il recherche, et s'il recherche telle info, sur quelle page il se rend. S'il se rend sur cette page, quelle est l'action qu'il doit effectuer à la fin de la page. On a tout un système de tracking automatisé où dès qu'une personne va faire une séance d'essai, elle va être ajoutée automatiquement sur une liste, sur un dashboard. Et le dashboard va suivre automatiquement les cycles de relance. Donc tout ça, c'est entièrement automatisé. C'est un système qu'on a mis en place qui nous permet à la fois de s'assurer que les relances sont bien faites, de les faire le plus vite possible et de traquer absolument tous les KPI qu'on a relatifs aux séances d'essai. On a aussi une page séparée que Tom il a créée pour me décharger niveau boulot parce que moi, mon but c'est d'optimiser l'expérience client quand on est à la salle et pour ça il faut que la programmation elle soit la plus claire possible. Moi tous les jours je réécrivais et Tom il m'a créé une page justement où en fait je copie-colle la prog et ça va réécrire la programmation selon comment moi... Votre style quoi. Notre Ouais. style exactement. J'ai pas de background tech, ça n'empêche que pour le PowerSpot, j'ai pu livrer plusieurs apps internes qui sont complètement fonctionnelles qu'on utilise quotidiennement. En fait le temps gagné est monstre. Si on voulait lancer une autre box, une deuxième, une troisième, si on n'a pas des systèmes comme ça qui permettent de sauvegarder du temps, d'automatiser des process à travers les différentes boxes, c'est quasiment impossible d'avoir plusieurs boxes. Ok, bah on est parti. Ça vous va? Allez. Allez. Plaisir. Merci de venir aujourd'hui partager un petit peu votre expérience, le parcours, etc. Avant de partager un peu la feuille de route, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour assez rapidement, si ça vous va. Ouais, tout à fait. Allez, je commence, je m'appelle Tristan, j'ai 34 ans et je suis coach sportif depuis peut-être 8-9 ans à peu près. J'ai fait à peu près tout ce qui est possible dans le milieu coaching sportif, donc prépa physique, salle de sport, plateau, coaching perso, coaching en ligne, enseignant, évaluateur, donc pas mal de choses différentes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai voulu ouvrir une salle et on a pu le faire. J'ai pu ouvrir une salle, c'est une affaire familiale. Et ça fait maintenant 6 ans que j'ai ouvert le PowerSpot du coup. Ok. Donc moi c'est Tom, j'ai 29 ans, donc on est frères, d'où l'affaire familiale. J'ai un background plus business, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé plutôt dans le marketing avec un aspect un petit peu plus créatif, parce que j'ai travaillé pas mal dans le branding, l'image de marque, etc. Et un côté très digital. Donc j'ai lancé une boîte après mes études aussi, mais après quoi je me suis réorienté vers le sport et où j'ai pris la décision de m'associer avec Tristan. Donc ça fait maintenant 2 ans, même si PowerSpot est lancé depuis 6 ans. C'était Tristan qui le gérait initialement en solo. Et donc ça fait 2 ans maintenant qu'on le gère à 2 et qu'on a un peu doublé les ambitions de la salle qu'on avait initialement. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que nous, du coup, dans la prépa, moi, j'avais pas l'info que c'était depuis aussi longtemps, en fait. Moi, j'ai des trucs surtout depuis 2024. En gros. Nous, le contact avec Pépi s'est fait tardivement, donc c'est pour ça que tu n'as pas tout l'historique de base, on pourra développer ça un petit peu. Exactement. C'est un long cheminement parce que la salle n'avait pas du tout déjà l'envergure et puis même la vocation qu'elle a aujourd'hui. Puisque tu peux peut-être en parler un petit peu, mais c'était pas le même format, c'était pas autant CrossFit, c'était pas autant, il y avait pas d'Irox. Ouais. À l'ouverture, donc la salle c'était 2020, 1er janvier 2020, on a ouvert, c'était une orientation, un mélange salle, coaching, cross-training, petit groupe, un peu de coaching perso. Un peu genre studio. Un mélange entre une salle CrossFit et un studio un peu. Et plus le temps a passé, plus je me suis orienté vers le CrossFit. J'ai passé mon CrossFit Level 1. J'ai compris l'importance de ça, de la méthode d'entraînement. Et on fait évoluer la salle au fur et à mesure. Et notre salle actuellement, on pourrait la caractériser comme étant une salle où on peut dire une salle un peu d'entraînement physique au sens large, assez hybride, où notre but c'est que les gens puissent pratiquer du sport dans une bonne ambiance, quel qu'il soit. Et nos activités, ça tourne quand même principalement autour CrossFit, Irox et des courses P après. Ouais, et c'est à Colombes.
Du coup, je sais pas si vous l'aviez dit. Du coup, c'est Garde, donc PowerSpot, Garde et Vallée à Colombes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour boucler sur l'historique, initialement, en fait, la salle est composée de 2 étages. Donc le rez-de-chaussée a toujours été une salle d'entraînement avec bar, etc. À l'étage, avant, c'était une salle vide qu'on louait à des professeurs de danse, de yoga, etc. Et qu'on a récupéré justement il y a 2 ans pour doubler la surface. Coup. Et on a littéralement doublé puisque c'est 2 espaces vraiment équivalents l'un au-dessus de l'autre et qui permettent aussi de doubler le nombre de cours en simultané puisqu'on peut avoir un cours en bas, un cours en haut. Et donc c'était un peu, il y a 2 ans quand on s'est associé, c'était le moment c'est pour ça que je parlais de doubler un peu l'ambition, c'était à la fois doubler l'espace, doubler le nombre de cours, doubler le nombre d'adhérents aussi. Changer le format du projet. Quoi. Exactement. Ouais, en fait on était dans une période où je commençais à grossir pas mal et je voyais que je bossais déjà énormément. Et je savais qu'il fallait que je récupère l'étage pour pouvoir augmenter encore mon nombre de clients. C'était le palier un peu. Ouais, c'est exactement le palier. Et c'est le moment où j'ai appelé Tom. Je lui ai proposé qu'on s'associe. Tom m'avait aidé avant, il avait construit le site. Il était quand même un petit peu impliqué, mais c'était moi qui gérais la salle. Tom, ça a juste été une aide bénévole. C'est ton frère, quoi. Ouais, mais ça a toujours été une affaire un peu familiale, même si c'est Tristan qui initialement la gérait vraiment quotidiennement. Ça a été quelque chose qu'en famille, on avait rêvé de lancer depuis des années. On a eu une opportunité grâce au fait d'avoir trouvé le local en 2019. Et suite aux travaux, on a pu ouvrir en 2020. Et donc, toute la famille s'est mise ensemble pour aider un petit peu à l'ouverture. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, ça s'est déplacé, c'est vraiment Tristan et moi. Oui, Bah, ça devient plus gros au bout d'un moment, il faut que ce soit un peu plus... Ok. Juste pour revenir un petit peu sur vos parcours à vous, donc niveau sportif, tu as fait du water polo? Ouais, alors moi j'ai fait STAPS, donc d'ailleurs dès le collège j'étais en classe un peu sport, lycée STEPS, donc sport à corps, STAPS après, donc toute ma vie j'ai touché à beaucoup de sports différents. Plein de différents? Ouais, plein de sports différents, mais mon gros sport de base ça a été le water polo que j'ai fait pendant peut-être 14 ans, donc longtemps. Et après quand j'ai arrêté le water polo, bah là ça a été fond muscu, et finalement j'ai touché à tout dans la muscu, donc j'ai un profil assez polyvalent. J'ai fait de l'haltéro en club, de la force athlétique en club, de la muscu classique, et après j'ai tourné vers le crossfit, et là maintenant ça fait je pense 2 ans que je suis à fond crossfit, mais le crossfit est assez large, donc finalement quand on dit qu'on fait du crossfit, on fait tout en fait, on fait tout ce qui tourne autour quoi. Et quelques Irox en plus, donc assez large on va dire sur ma pratique. Et toi du coup? Donc moi j'ai fait pas mal de sports d'équipe étant plus jeune. J'ai fait du water polo avec Tristan, on a fait dans la même équipe. On a joué ensemble. Accessoirement avec notre père aussi, on était dans la même équipe à faire des matchs tous les 3. On a fait des matchs à 3. Avant ça, j'avais fait un peu de hockey sur glace. Et puis après ça, j'ai fait beaucoup de muscu. J'ai fait de la boxe anglaise et actuellement, je fais beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Ok. Ça c'est cool aussi. Ouais. Moi, j'ai fait le choix personnel, et n'étant pas coach et pouvant prendre un peu plus de distance avec la salle, j'ai fait le choix de ne pas pratiquer le crossfit dans la salle pour pouvoir prendre un petit peu de distance personnelle avec ce sport et pour pouvoir avoir d'autres... Parce qu'en fait, quand on gère une salle, c'est H24. Donc c'est un truc qui me permet aussi de souffler un petit peu à côté, de voir autre chose, quoi. Ouais, de faire autre chose, exactement. Moi, je trouve que quand on a préparé un peu le truc avec Joy, de toute façon, nous, on travaille ensemble, donc on vous connaît quand même assez bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce double profil, de l'extérieur en tout cas. On a la sensation qu'il y a vraiment plus une partie gestion de la pratique, même si vous faites aussi de la gestion ensemble derrière de la salle, évidemment, parce que ça demande quand même beaucoup de job. Et une partie peut-être plus marketing. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est juste de l'extérieur ? Non, c'est la réalité. C'est que moi, j'ai fait tourner la salle comme j'ai pu. Donc quand on est tout seul, on est au four et au moulin, on essaye de tout faire bien, mais il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout faire parfaitement. Et quand je me suis associé avec Tom, ça nous a permis de nous séparer sur nos tâches où on est le plus performant. Donc moi, j'ai pu me focus plus sur la vie active à la salle, la partie programmation, l'ambiance à la salle, les événements, tout ça. Et Tom, je pense que tu peux expliquer un petit peu. Je pense qu'on a des parties qui nous sont un peu réservées et on a des parties communes. Les parties réservées, c'est typiquement ce que disait Tristan. Pour lui, c'est la vie à la salle. Pour moi, ça va être la partie plus acquisition de clients, en fait. Et la partie commune, ça va être la partie stratégique, gestion d'entreprise, la comptabilité. Ok, donc ça, vous faites quand même ensemble. Et après, de l'acquisition
l'acquisition, c'est plus par toi, donc le marketing, le commercial, etc., tous les process. Et la vie sur place, coaching et tout ça, gestion des coachs, j'imagine aussi, c'est toi. Ouais. Et Tom, c'est l'homme de l'ombre, qu'on ne voit pas mais qui travaille énormément. C'est un rôle qui me convient parfaitement. Je pense que quand on a pris la décision de s'associer, c'était en connaissance de cause, en sachant qu'on avait des profils assez différents, mais aussi complémentaires. Et vous aviez découpé d'entrée de jeu quand vous dites, on y va, vous vous êtes dit, on le savait, on connaissait nos forces, on savait que c'était... En fait, ça s'est fait naturellement parce qu'on savait là où on était meilleur que l'autre. Et depuis le début, il n'y a jamais eu de problème là-dessus. On arrive à faire nos tâches. Il y a des tâches qu'on fait en commun, bien sûr, mais on n'a jamais eu besoin de l'écrire, de le préciser. Tout s'est fait plutôt naturellement. Ouais, pour nous, c'est une grande force. Parfois, je pense que tu as beaucoup de salles qui se lancent où tu vas avoir 2 profils très sportifs. Ça peut être parfois... Nous, on a un exemple qui marche bien, c'est quand c'est des couples. Alors, je ne veux pas faire une généralité, mais ça marche bien parce que souvent, la femme va s'occuper de la partie admin. Nous, du coup, on est souvent en contact avec les femmes, par exemple, Pépi, parce que du coup, c'est toute la partie gestion, trucs carrés, etc. Et le mec sur la partie sportive, ça, c'est vrai que ça marche bien, du coup, parce que tu as une vraie répartition de rôles. Mais c'est pour ça que je disais ça aussi, parce que du coup, la répartition des rôles initiale, elle est quand même assez importante. Pour que ça marche bien, quoi. Voilà, donc moi j'ai pris le rôle de la femme, du coup. Voilà, c'est ça. Homme-femme, ça marche bien tant qu'ils restent ensemble et que ça ne crée pas une séparation. Oui, voilà, c'est sûr. Avec toi, au moins, c'est bon. C'est sûr, exactement. On n'a pas ce risque. Juste, c'est vrai qu'on n'a pas dit un petit peu la feuille de route. On a sauté la feuille de route juste pour dire, pour les gens qui écoutent, pour qu'ils voient un petit peu où on va. Une fois qu'on aura fini de faire le tour un peu d'où vous venez, l'idée c'est, moi je voudrais bien aborder la partie marketing justement, parce que c'est un gros différenciant que vous avez dans la stratégie générale par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. C'est souvent un peu le dernier truc qui est travaillé, parce que comme tu dis, c'est souvent au four et au moulin quand on t'ouvre. Donc je trouve ça intéressant aussi de voir un petit peu par rapport à ce que tu disais sur moi j'étais au four et au moulin, qu'est-ce que tu délaissais et qu'est-ce que tu as vu quand il y a eu ce changement-là. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Exactement. Donc la partie marketing, parce que visuellement c'est clean, et la partie en ligne, alors pas forcément communication, mais la partie en ligne, les canaux, les process, le site internet, tout ça c'est vachement poussé chez vous. Donc je pense qu'il y a plein de trucs super intéressants. L'autre chose, c'est la partie chez vous où toi du coup tu es à distance. En une partie de l'année, c'est ça? Tu gères à distance à Bali, donc à sacrée distance avec un décalage et tout ça. Ça, je trouve, c'est super intéressant aussi parce que par rapport aux honneurs qui sont un peu la tête dedans dans le guidon, de se rendre compte que d'avoir un rôle de prise de recul, ça permet de gérer aussi quoi. Il n'est pas obligatoire de faire tous les cours, c'est même au bout d'un moment, comme tu disais, on va voir, mais un peu nécessaire. Donc ça, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes de savoir un petit peu comment est-ce que vous gérez ça, comment vous êtes organisé de ce point de vue-là. La gestion des indicateurs que vous avez. Nous, je sais qu'on a discuté une fois autour d'un tableau Excel pour l'amélioration de l'outil, et c'est super poussé. On a des choses, on a plus poussé ce sujet-là encore, exactement. Donc on va pouvoir te décrire un petit peu ce qu'on a fait. Et la dernière partie, c'est que je sais que vous utilisez du coup de l'IA, avec des fonctionnements agentiques, etc. C'est très nouveau, on en entend parler partout, etc. Mais concrètement, savoir un petit peu ce que vous faites en fait, à quoi vous l'utilisez, où est-ce que ça peut être utile pour une salle de sport. Essayer d'aller chercher un peu tout ça. On est parti pour longtemps alors. On est parti pour un moment. Il y a de quoi dire, on peut parler pendant des jours, facilement. Exactement. Du coup, juste si on reprend vite fait la salle, donc vous avez ouvert en 2000, en 2020. C'est ça. Donc toi tout seul, au début, pendant 4 ans, avant que toi tu viennes filer un coup de main. Est-ce que l'information est bonne du fait que vous avez récupéré ça de votre mère qui avait une partie tai chi, ou c'est pendant qu'elle avait le haut? En fait, c'est exactement ça, c'est lié à ce que disait Tom. En gros, ma mère donnait des cours tai chi et méditation à l'étage. Moi, je travaillais dans l'étage d'en bas. Et quand on a grossi, c'est le moment où... T'as mis maman à la retraite, quoi. En fait, elle-même, je n'y suis pour rien, mise à la retraite. En fait, tout s'est bien déroulé en termes de timeline, parce que c'était au moment où nos parents sont partis à la retraite, que moi, j'avais une disponibilité, et que Tristan arrivait à un moment où il était pas loin du breaking point en solo.
Et donc on a eu ces 3 éléments-là qui se sont mis ensemble et qui nous ont permis de faire la chose ensemble. Et du coup, quand vous avez récupéré le bâtiment en 2019, là vous avez ouvert, genre votre mère gérait en haut et toi tu étais en bas. C'est ça. Et on avait la société PowerSpot qui était en bas et là-haut c'était que de la location d'espace. Et après, quand j'ai trop grossi, ma mère est partie à la retraite. On a arrêté avec les enseignants Accès Santé là-haut et on a tout récupéré. Et bon, ça nous a permis de doubler nos capacités d'accueil. On louait la salle à des gens à l'étage, à des professeurs de plein d'activités variées. On avait de la danse, pilates, méditation, yoga, Feldenkrais. Ne me demandez pas ce que c'est. je connais pas du tout. Moi non plus. Du coup, ça veut dire que vous avez le bâtiment, il vous appartient ou il est en location ? Il nous appartient. Ok, donc le bâtiment, il vous appartient. Donc vous avez acheté le bâtiment en 2019. Ouais, c'est ça. Et vous avez sous-loué une partie du temps. Ok, donc ça c'est intéressant parce que nous, on n'a pas encore eu des proprios. Ouais, en fait, je crois, il disait que. La petite histoire, c'est que on avait de l'argent dans la famille. C'était soit un achat de maison secondaire, soit un achat de l'investissement où on pouvait travailler dedans. On a décidé de pouvoir travailler dedans et on le regrette pas du tout parce que la valeur qu'on réussit à créer avec ça est importante. Quoi. Oui, puis du coup, ça faisait littéralement des années qu'on cherchait un local pour exercer quelque chose, pour pouvoir se lancer. C'était très compliqué. Vous avez mis combien de temps Des années. Plusieurs années. C'est passé du stade de projet un petit peu rêveur à un projet plus concret quand on a réussi à trouver le local, mais ça faisait des années. Plus de 5 ans, je pense. Et vous cherchiez dans une zone très particulière, donc vous vouliez à Colombes, quoi qu'il arrive ? Pas forcément à Colombes, mais dans les environs. Ouais. Okay. Ouais. Et en fait, on est tombé par hasard sur cette annonce d'une ancienne, je crois que c'était une papeterie initialement, qui était complètement en ruine, qu'on a eu pour vraiment pas cher, honnêtement, et qu'on a pu refaire entièrement et préparer pour en faire une salle de sport. Donc vous avez financé cash. Il y a un prêt là-dessus ? Ouais, non. Okay. On a réussi à pouvoir l'avoir d'un coup sans avoir de prêt, donc c'est une chance énorme. Hein, bien sûr. Ouais. On est conscient de la chance que c'est. Ouais. On te disait un petit peu avant que l'interview commençait qu'on s'est lancé en 2020, donc juste avant les fermetures liées au Covid, etc. Si on n'avait pas eu ce lieu-là, je ne sais pas si le PowerSpot existerait encore aujourd'hui. Je sais pas. Ouais. Parce que du coup, vous aviez en charge fixe, ça change quand même pas mal la donne, surtout sur la phase Covid. Quoi. Totalement. Moi, j'ai l'anecdote d'une amie qui a ouvert sa salle peut-être une semaine ou 2 avant le Covid. Et heureusement, elle a réussi à s'arranger et elle n'a pas eu à payer de loyer pour sa location. Mais si la personne qui lui louait n'acceptait pas ça, c'était la clé sous la porte directement, je pense. Ou alors, il aurait fallu des fonds monstrueux pour tenir le coup avec les mois de fermeture Covid. Quoi. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des fonds pour aider les entreprises, mais qui étaient basés sur les résultats de l'année précédente. Donc, quand tu venais de te lancer, t'avais rien. Moi, j'ai réussi à survivre parce que j'avais ouvert 1 mois et demi, donc j'avais 1 mois de chiffre d'affaires, donc j'ai pu déclarer ça et avoir des aides de l'État qui étaient minimes. Mais ça m'a permis de me lancer. J'ai fait des cours en ligne pour continuer quand même de garder quelques prélèvements. J'avais proposé aux adhérents qui veulent que je les enlève ou je les garde en cours en ligne. Et on a réussi à tenir le coup. C'était dur au moral, c'était dur physiquement, mais après la réouverture, ça a été... c'était plus simple. Est-ce que vous avez une idée du loyer que vous économisez en mensuel dans la zone dans laquelle vous êtes avec la surface que vous avez ? À titre personnel, pas précisément, non. Non, c'est compliqué. Ouais, je sais pas. Je sais pas exactement. Une estimation ? Ouais, une fourchette. À la louche, à mon avis, c'est plus de 2000 balles par mois. Plus, je pense. Vous avez quelle surface ? On a 200 mètres carrés passés, peut-être 210 à peu près. L'emplacement est assez bon parce que c'est à côté de la gare, à littéralement 50 mètres d'une gare. Ok. Oui, donc à mon avis, plus que... Ouais, peut-être entre 2 et 3 000, quoi. Ouais, sûrement. Sûrement peut-être plus proche de 3 000. Ouais, oui. Ouais. Parce que y a Pierre de CrossFit Versailles, après c'est plus grand, etc., qui est venu discuter un petit peu de ça et qui disait que lui c'était 10 000 maintenant son loyer. Donc, ouais. Après il y a 700 mètres carrés. C'est comme les box parisiennes. Hein. Ouais, le loyer c'est hallucinant. Ouais. D'où les prix aussi différents de certaines box. Oui, après si tu vas dans le premier, tu fais x4. Facile, donc ça devient plus la même affaire. Ouais, donc c'est ce qu'on avait vu un peu. Donc ça c'est cool parce que justement Ellie nous en parlait la semaine dernière sur le fait de dire si vous avez la possibilité, achetez le lieu parce que au bout de 10 ans en fait, vous aurez mis tellement de fric dans les loyers de la part de l'entreprise
Est-ce que c'est dans la même boîte ou il y a une SCI qui l'a? Il y a une SCI. Voilà, c'est ça. Donc l'entreprise PowerSpot verse des loyers mensuels à la SCI. Voilà, ok, trop bien. Mais vous avez la main, évidemment, comme vous avez la SCI et l'entreprise pour faire monter quand il faut au fur et à mesure. Ça offre beaucoup plus de souplesse. Pour être transparent, on a eu des périodes un peu plus compliquées financièrement, où on peut se permettre de réduire un petit peu le loyer, parce qu'on n'aurait pas cette liberté si c'était avec un bailleur externe. Mais il fallait l'investissement, du coup, ce qui est... ou si c'était un prêt bancaire, aussi. Tu as moins de marge de manœuvre si c'est pas cash. Du coup, ok. Sur la partie un petit peu marketing, je pense la spécificité qu'il y a, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que on sent que c'est un sujet pour vous. Complètement. C'est même le sujet peut-être. Ok. Il y a 2 gros sujets. Il y a le sujet dans la salle et le sujet en dehors de la salle, comment est-ce qu'on attire des clients, parce que c'est le nerf de la guerre quand on a une entreprise. C'est pour ça qu'on se sépare un petit peu ces sujets-là entre Tristan et moi. Entre le sujet dans la salle, c'est vraiment Tristan, et puis le sujet d'acquisition, c'est plutôt moi. Mais pour nous, les deux sont aussi importants, et on a pensé les deux dès la conception de dès le début. Okay. Moi, je pense que je peux commencer, Tom, en expliquant comment je fonctionnais moi, et la différence et l'amélioration avec quand entre la phase où tu étais tout seul et quand tu as eu... Moi, j'ai fait au mieux, mais je ne suis pas spécialisé dans le marketing, la communication. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai fait des pubs payantes en ligne via Facebook. Comme j'ai pu, j'ai appris sur le tas. J'ai fait des flyers. Tom m'a aidé donc, pour le site. C'est lui qui avait fait le site. Donc, j'ai fait la communication aussi sur Instagram. Tout ce qu'il fallait, mais à petite échelle et pas avec un vrai travail professionnel. Et quand Tom est arrivé... En fait, c'était peut-être à petite échelle, mais on avait déjà conscience, enfin tu avais déjà conscience. C'est ce que j'allais dire, c'est que ce que tu me décris là, c'est pas non plus le niveau 0, tu vois. Il y a déjà un site internet, par exemple. Tu vois, donc, après, il faut savoir, je suis un éternel insatisfait, donc ce que j'ai fait, ça me paraissait pas assez, mais c'était peut-être déjà mieux que la moyenne des salles CrossFit. En fait, ça dépend, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est tout seul, c'est déjà pas mal. C'est vrai que quand je discute avec des gens autour, je me rends compte que ce que je faisais, c'était déjà plus que certains qui sont ouverts depuis longtemps. Voilà, exactement. Mais avec Tom, on a step up à vraiment un vrai travail de marketing, communication réfléchi. Juste toi, au moment où quand tu fais ça pendant 4 ans, ça monte crescendo, tu finis à peu près à combien d'adhérents quand Tom t'arrive? 200 et quelques. Okay. Donc tu arrives quand même à 200 adhérents, tout seul, à faire un peu tout. Ok. Ce qui est pas mal, déjà. Ce qui est bien. Ce qui est bien, mais je savais que c'était pas assez, parce qu'à 200 adhérents, on survit, quoi. Et il fallait step up, et c'est pour ça que j'ai appelé Tom. Il était à Bali, en lui demandant est-ce que tu veux me rejoindre dans l'affaire, parce que je savais qu'il y avait du potentiel. Je connais mon frère, je connais ce qu'il est capable de faire. Il est très très autodidacte, et je me trompais pas du coup. Mais du coup, non, mais là, juste ce qui est intéressant, c'est que tu dis voilà, à 200 on survit. C'est un peu la zone. Ça correspond aussi beaucoup à un palier. Enfin, ça dépend de la surface que tu as. Évidemment, si tu as pris un truc à 700 mètres carrés, ton palier il va pas forcément être là. Mais nous, par exemple, chez nous, on voit l'énorme majorité des salles sont en dessous de 200. Et c'est une zone, alors ça dépend des charges évidemment que tu as mis en place, mais c'est vrai que c'est un peu un plafond où j'ai l'impression que je peux comprendre aussi que ça fait un peu peur de passer ce truc-là, parce que toi, t'as pu le faire, vous avez pu le faire entre frères, mais tu vois, si tu as commencé tout seul, d'avoir quelqu'un d'extérieur que tu vas peut-être embaucher, déjà financièrement, faut le pouvoir, parce que c'est des postes qui coûtent quand même assez cher. Et en gros, en même temps, si tu le fais pas, c'est un peu ça se mord la queue un peu, parce que du coup, t'es bloqué là. T'avais cette sensation-là ? Ouais, totalement. Et c'est aussi le cas dans les sociétés. À partir d'un certain moment dans la croissance, il y a un switch où c'est soit on change tout drastiquement et ça grossit, ou ça peut exploser aussi, ou on reste à la même échelle et finalement ça va vivoter continuellement. Et c'est ces passages-là qui sont souvent dangereux dans les sociétés, parce que ça peut être tout ou rien à la fin. Si je peux rajouter quelque chose sur ce point-là, notamment, je pense qu'une de nos forces, c'est qu'on est toujours prêt à changer un petit peu nos idées préconçues, ou alors les choses qu'on fait déjà depuis longtemps. On est toujours prêt à réévaluer. Tristan, déjà, quand il était seul, il le faisait beaucoup, parce que la salle, comme on disait au début, a beaucoup évolué.
rien qu'en termes de cours qui sont donnés, les formats de cours, les disciplines, etc. On n'était pas toujours à donner les cours actuels. Les logiciels, parce que Pepi, on ne l'a pas toujours utilisé. On a commencé avec Virtua Gym, puis RezaWod, puis Pepi. Et puis, on a beaucoup de formats, de planning, d'événements. Tout a changé au fil du temps. Et ça, c'est vraiment avec l'expérience, c'est petit à petit. Mais c'est une des forces et une des choses qui nous a permis de faire grossir la salle, c'est de ne pas s'enliser sur des concepts qui ne marchent pas forcément. Ne pas s'entêter à faire quelque chose qui n'est pas forcément utile pour la croissance de la boîte. Ouais. Déjà, vous pensez à la croissance de la boîte aussi. Ouais, bien sûr, c'est central. Ouais. Si tu penses pas, c'est comme quand tu t'entraînes, si tu penses pas à la progression, tu ne progresses pas. Si tu essayes juste de stagner, au mieux tu stagnes, au pire tu régresses. Et c'est pareil dans le business pour nous. Ouais. Ah, mais ça c'est intéressant, je pense que c'est... Enfin, nous, on n'est pas dans le quotidien sur place avec les salles, donc on n'a qu'une partie. Mais c'est vrai que c'est souvent un truc qui est... Je pense pas que c'est qu'ils veulent pas, mais c'est que voilà, c'est pas forcément au centre du cercle, quoi. Ouais, et puis l'autre chose aussi, c'est que moi je le vois en étant tout seul, j'avais trop de boulot, trop de fatigue mentale, plus assez de recul, plus de capacité d'évolution. Et avec Tom qui arrivait, c'est du sang neuf, c'est de l'énergie en plus, et c'est deux cerveaux. Et c'est-à-dire qu'on peut se challenger, on peut échanger. Quand ça va pas, on peut s'appeler, on prend du recul, et c'est là où on fait les choses beaucoup mieux. Ce que je pouvais plus faire objectivement seul, quoi. Ouais. Et tu réouvrirais une salle tout seul ? Non, plus jamais. Ouais. Je pense que... Après, c'est une histoire d'âge aussi, parce que je pense que quand avec l'expérience et avec les années, tu as moins d'énergie après. Ça bouffe beaucoup d'énergie, tu peux te le permettre au début, et puis ça devient compliqué. Là, objectivement, je ne serais pas capable et je ne voudrais pas refaire ce que j'ai fait en termes de boulot et d'intensité dans les années que j'ai ouvert solo, je ne le referai pas. Oui, ça, c'est sûr. Après, la structuration d'entrée de jeu peut permettre d'éviter un peu cette phase-là aussi, maintenant. Quand je dis la structuration, c'est d'avoir une équipe directe qui a un rôle... Ouais, mais avoir l'équipe, si tu n'es pas dans notre situation, par exemple, ça peut être, comme tu le disais, devoir embaucher quelqu'un. Au début, ça peut être compliqué. En fait, ce qui prend beaucoup de temps et d'énergie au début, c'est que tu dois gérer tout toi-même parce que tu n'as pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Ouais. Donc, les cours, le planning, c'est toi qui... Le ménage. Le ménage, la stratégie, la compta, les trucs. C'est la totale. Sauf si tu cofondes. Ouais. Voilà. Après, il faut savoir avec qui tu cofondes. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez rare maintenant, nous, les salles en ouverture où la personne est seule. Et je pense que c'est pas mal. Franchement, je pense que c'est pas mal. Parce que sinon, c'est 3 années qui s'annoncent... Très compliqué. Ouais, difficile. Très compliqué. Et c'est de l'investissement total. Et il faut comprendre qu'il n'y a plus rien d'autre dans la vie. C'est la salle et rien d'autre après. Oui, mais ce qui est intéressant, ce que tu disais aussi, c'est que ça... Alors après, tu étais arrivé quasi à 200. Donc tu avais quand même réussi à monter. Mais c'est aussi, tu disais, tu n'as plus de prise de recul. En fait, tu n'arrives plus à... C'est ça qui crée le plafond, quoi. C'est que tu es tellement au taquet... que tu peux plus... C'est de la survie, objectivement. C'est juste bosser, faire les tâches, faire ce qu'on peut, mais il n'y a plus de capacité de projection comme on a pu avoir avec Tom après. Et puis, tu finis par t'épuiser, parce que ton énergie a fini par descendre petit à petit. Et ça use quand même de passer plusieurs années aussi intenses. Donc, à un moment, il faut trouver un rythme qui puisse être un peu plus souple. Et tu peux ne trouver ce rythme que quand tu as quelqu'un qui est là pour t'aider, je pense. Si tu es tout seul, c'est compliqué. Toi, tu coachais quand même plus tout seul, tu avais des coachs déjà. Oui. J'ai eu dès le début un coach avec qui j'avais travaillé dans une autre salle qui prenait quelques heures. Après, j'ai eu rapidement un autre coach qui a passé son diplôme, son BP, qui est passé coach et qui travaille encore avec nous. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai construit le staff. Au fur et à mesure, on a commencé donc à 2, après 3, et là, on est 7 au total dans l'équipe, en comptant Tom et moi. Ok. Quand tu as ouvert et que ça commençait à tourner, etc., quand tu étais tout seul, est-ce que tu saurais dire genre les temps que tu passais sur quel truc, à peu près grosso modo, tu vois, genre en pourcentage, genre ce qui te représentait le plus de temps, c'était ça, puis ça, ce que tu avais sous-estimé en termes de temps qui t'a pété dessus direct. Super dur en pourcentage. J'avais les coachings, donc au début j'ai commencé avec peu d'heures, peut-être 2-3 heures par jour, et au fur et à mesure on a grossi. Quand j'étais solo, 2-3 heures par jour. Après il y avait tout l'aspect
communication et tout, c'est tous les jours un petit peu. L'aspect programmation, toujours un petit peu. Donc, plus les open gym à faire un peu toute la journée. Donc, 3 cours plus, on va dire, 5 heures d'open gym, t'es déjà à 8 heures facile. Hein. Et ça, c'était que à l'ouverture. Donc, c'était les horaires plutôt chill, on va dire. Quoi. Ouais. Et après, rendez-vous après chez soi pour continuer de bosser un petit peu. Donc, je sais pas, 8-9 heures facile. Et avant que je fasse aussi en matinée. Et là, on arrive à des grosses journées. Par contre, le pourcentage, c'est vrai que c'est compliqué de. T'as pas en tête, tu te rends pas compte trop. Non, c'est. Je pense. Le temps alloué à la salle est très important. Le temps passé sur le PC est moins important. Peut-être 70-30 à peu près. Okay. Mais par contre, le temps sur PC, il est un peu tous les jours. Et le week-end, quand tu n'es pas à la salle, tu es aussi sur l'ordi. Ouais. Donc ça monte oui, vite, donc quoi. Ça monte aussi. Et quand dans le temps alloué à la salle, donc dans tes 70%, c'est évidemment le coaching. Oui. Et après, la prog. Tu mets la prog dedans. Oui. Au début, je programmais moi-même et rapidement j'ai délégué la programmation et ça fait des années qu'on fait ça et que ça marche super bien et on continuera là-dessus. Ça fait gagner un temps monstrueux. C'est ce que j'allais dire. Genre, est-ce que quand tu ouvres tout seul, tu peux faire la prog, les coachings, le ménage, le marketing et tout ça? Alors, tu peux, mais ta vie, elle en pâtit. Et la meilleure solution, c'est de déléguer la programmation si possible, le ménage si possible. Ça fait gagner tellement de temps et on est plus serein aussi après, quoi. Donc on peut se focus sur des vraies tâches de développement, comme on pourra en parler avec Tom sur marketing, communication. Donc moi, si c'était à refaire, je déléguerais au maximum ces choses-là qui font que la qualité du coaching ne baisse pas si on a des bons programmateurs à qui on délègue ce travail-là. Le coaching, il est fait à la salle, hein. C'est très bien, quoi. Donc déléguer au maximum pour se focus sur le fait de faire croître la salle. Oui, de pouvoir avoir du temps libre pour réfléchir, en fait. Oui, tout simplement. Ouais. Mm. D'un point de vue marketing, du coup, toi, quand tu es arrivé, c'est quoi un peu le constat, c'est quoi le plan de match que tu te mets à ce moment-là? Donc déjà, on avait toujours en tête l'importance du marketing, notamment du digital. Le digital, pour nous, c'était toujours quelque chose de fondamental. On sait que ça peut être parfois un petit peu mis de côté, mais pour nous, déjà, ça passait par avoir une présence en ligne, c'est le plus important. Le minimum, c'est d'avoir un site qualitatif, c'est d'avoir une page Google Business, c'est qu'on puisse nous trouver sur Google Maps, qu'on puisse nous trouver sur les autres annuaires, sur ce genre de choses, et puis sur les réseaux, et avoir une image qui soit cohérente, qui soit qualitative, qui donne envie aux gens de venir. Quand moi je suis arrivé, on avait un gros souci, c'était, comme on t'expliquait avec les 2 étages, on avait 2 dimensions de cours qui étaient données dans la salle, et donc 2 identités un petit peu différentes, parce qu'entre les entraînements un peu crossfit et puis à l'étage les entraînements plus yoga, plus méditation, etc., c'est dur de concilier les deux. En termes de communication, tu sais pas comment te placer. Le fait de pouvoir récupérer la salle du haut, c'était un gros coup de boost pour nous parce que ça nous a permis de simplifier la communication à 100%, de parler de fitness fonctionnel uniquement et donc de nous focaliser CrossFit, Aerox, etc. Enfin Aerox dans un deuxième temps parce que ça fait que 1 an qu'on a la licence maintenant. Donc c'était surtout simplifier le message, le clarifier et revoir les étapes des prospects, quelles étapes ils prennent quand ils prennent connaissance de la salle. Donc déjà comment on les hameçonne au début, via des pubs ou via de la recherche organique. Ensuite, une fois qu'ils sont hameçonnés, comment ils s'inscrivent, comment ils rejoignent la salle. Je pourrais parler peut-être un petit peu plus de ça après parce que c'était notamment pour ça qu'on est passé avec Pépi, parce que pour nous un des gros points c'était que la personne n'ait pas téléchargé d'application, qu'elle puisse réserver une séance d'essai immédiatement. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à l'hameçonner, une fois qu'elle est à la salle pour sa séance d'essai, il y a toute la partie sur place de conversion. Mais ensuite, encore derrière ça, la conversion, on peut la faire à la salle, mais on peut la faire aussi quand la personne est chez elle. Donc nous, on a un gros travail de relance. Et aussi, on permet à chacun de prendre les offres directement sur son téléphone ou sur notre site. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'être forcément toujours à convertir à la salle. On peut relancer derrière, on peut... c'est beaucoup d'automatisation, beaucoup de process qu'on essaye de ne pas faire en physique parce que ça nous libère aussi beaucoup de temps, quoi. Ouais. Est-ce que dans la théorie, tu partagerais du coup un peu les steps que vous avez
parce que du coup, là, c'est un funnel. Exactement. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire, parce que je sais que tu vois, par exemple, nous, on a fait des formations sur juste la théorie des tunnels, et il y avait du monde qui s'était inscrit à ces formations-là. Est-ce que toi, tu pourrais dire un peu comment est-ce que vous avez mappé ça? Ouais. En fait, la partie la plus importante du funnel pour nous, c'est la séance d'essai. C'est vraiment là-dessus qu'on met toute notre communication. En fait, le principal, c'est de ne pas faire partir les messages dans tous les sens. Donc, ne pas avoir d'un côté inscrivez-vous avec telle offre, d'un autre côté réservez une séance d'essai, d'un autre côté appelez-nous, d'un autre côté machin. Nous, c'est un seul CTA, un seul call to action. Sur le site internet, sur le site, mais pas seulement. Sur tous nos supports, sur nos publicités sur Meta, sur nos publicités sur Google, sur Instagram, sur nos le drapeau de la salle qu'on a mis devant. Ouais, aussi. exactement. Sur la façade, sur un porte-pancarte qu'on a à l'entrée. Enfin, en fait, toutes nos actions de communication, c'est réserver la séance d'essai. Si c'est physique, c'est avec un QR code qui renvoie vers la page de réservation. Si c'est sur Internet, c'est avec un lien directement vers la page. Et ça, c'est jusqu'ici, enfin jusqu'à assez récemment, on faisait la séance d'essai gratuite, parce que pour nous, c'était un moyen de faire du volume. Maintenant, on est... Passé en payant, j'ai vu. Ouais. Passé en payant, 10 € pour faire une séance d'essai, parce qu'on arrive à un niveau où la salle est quand même assez remplie. Ça nous permet de libérer plus de place pour les adhérents. Et puis, ça permet aussi de faire un petit peu le tri, parce que quand tu fais la séance gratuitement, tu as aussi pas mal de touristes. Ok. Mais bon, enfin, tout ça pour dire, le plus important pour nous, c'était ça. Le moteur de la croissance, c'était la séance d'essai. Mais parce qu'on a tout organisé dans notre communication autour de ça. Le but, c'est de faire venir les gens à la salle. C'est la partie la plus difficile. En fait, une fois que les gens ont passé le pied à la salle, qui se sont inscrits à la séance et qui sont venus, vous avez confiance dans ce qui est proposé sur place. Ils ont vu des visages, ils ont fait une séance, ils ont eu la dopamine après la séance, etc. C'est beaucoup plus simple derrière. Si on essaye de convertir à froid, c'est plus difficile. Oui. Donc en gros, ce que tu disais, c'est tout mettre dans un seul but. Et éviter d'avoir du bruit sur exactement. Des formulaires qui sont disponibles pour poser nous des questions, etc. Leur laisser la possibilité de poser des questions si nécessaire. Nous, on a des boutons WhatsApp, on a un WhatsApp Business, donc ils peuvent nous envoyer des messages directement. J'ai vu que vous avez aussi fait une FAQ assez importante sur le site internet. On peut retrouver les réponses à leurs questions. Exactement. Ils peuvent nous contacter par WhatsApp, par email. Ils ont beaucoup de réponses sur le site grâce au FAQ. Et puis, simplement, le contenu du site, on l'a pensé de telle façon à ce qu'ils répondent à toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Donc, le but, c'est qu'ils puissent, en autonomie, avoir toutes les infos, venir à la salle, s'entraîner, rentrer chez eux, en autonomie, prendre leur abonnement et devenir membre. Sur la partie séance d'essai gratuite payante, c'est un sujet c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Est-ce qu'il faut la faire gratuite ou est-ce qu'il faut la faire payante? Et surtout, à quel chapitre? Parce que je pense que c'est là que c'est très important. Ce qu'on a fait nous, je pense, c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Nous, si on devait le refaire, je pense qu'on ferait la même chose. La séance d'essai gratuite, c'est un super levier quand on se lance ou quand la salle n'est pas remplie. C'est pour se faire connaître, etc. Même pour qu'un adhérent puisse amener un ami gratuitement, ça marche aussi parfois comme ça. C'est un super levier. Après, une fois que la salle commence à être un peu remplie, que les créneaux commencent à être un peu saturés, qu'il y ait des listes d'attente par exemple, ça n'a plus vraiment de sens de faire la séance d'essai gratuite, à mon sens. Et tant que vous faites la séance d'essai gratuite, parce que souvent ce qu'on nous dit c'est oui mais ça en profite, y a des gens qui sont pas vraiment en séance d'essai, il y a des gens qui n'ont aucunement l'intention de... En fait, c'est ce que je pensais et finalement je suis un petit peu revenu sur cette idée-là parce qu'on a étudié nos taux de conversion entre le moment où on faisait payer les séances et les moments où on les faisait pas payer. Et en fait, alors, différence la différence est vraiment très faible. C'est combien de pourcents, tu l'as? Nous, actuellement, l'année dernière... mais la différence entre les deux. Ça se compte en pourcentage, 1-2%. Moins de 10% sûr et certain, c'est très faible. Entre les mois, si on fait la moyenne des mois où on a fait payer versus la moyenne des mois où on n'a pas fait payer, à mon avis, la différence est de 2-3%. Donc en gros, le fait de la rendre payante, c'est plus en mode, maintenant, y a des adhérents qui payent, il ne faudrait pas que ça prenne les places des adhérents. Et si ça prend les places des adhérents, il faut quand même que ça compte comme une session, puisque ça prend la place d'une session d'un adhérent qui vous paye. Exact. Et forcément, quand tu fais payer, ça réduit un petit peu le volume. Et après, c'est un jeu de chiffres. Donc, si tu as 100 prospects qui viennent faire une séance d'essai et t'en convertis 40%,
et t'en auras 40. Et en revanche, si tu fais payer, t'auras peut-être, au lieu d'en avoir 100, t'en auras peut-être 50, et donc t'auras que 20 adhérents à la fin. Donc même si tu as le même pourcentage de conversion, le fait de ne pas faire payer, parfois tu peux quand même faire exploser le nombre de prospects par mois, et donc le nombre de conversions par mois. Ok. Oui, donc si tu la fais pas payer, tu vas quand même croître plus vite en termes de quantité, Ouais. normalement, si le job est bien fait sur place, etc. Mais du coup, tu as aussi beaucoup de personnes qui viennent faire une session gratuite. Forcément, tu vois, si tu as 40% de conversion, tu en as 60 qui sont venus prendre une place dans le mois, par exemple, qui n'ont pas signé. T'as moins de personnes qui vont venir, mais en fait, vu que le taux de conversion reste à peu près équivalent, ça laisse à penser que les gens qui seraient venus, si c'était gratuit, auraient peut-être pris un abo aussi. Oui. Donc, c'est un calcul après à faire. Je pense que c'est des choses à tester aussi, suivant les salles. Ça dépend peut-être des emplacements. Ça dépend peut-être de la com aussi qui est faite autour de la salle. Ça dépend aussi surtout de la séance d'essai en elle-même. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose dont Tristan pourra parler, mais on essaye d'avoir une attention particulière sur les séances d'essai. Ouais. Mais de toute façon, nous, on commence. Alors, je crois que c'est des choses que des salles font depuis très longtemps, mais c'est vrai que dernièrement, on voit de plus en plus des séances d'essai qui sont payantes. Et si tu prends un abo, en fait, ton premier mois tu vas récupérer tes 10 balles, par exemple. Je pense que c'est une bonne idée. Nous, on le fait pas, mais ça me paraît logique et intéressant comme système. Dans le cas de la séance d'essai, comment ça se passe donc, elle est passée par un canal. C'est quoi alors, juste avant la séance d'essai, c'est quoi le processus? Donc, elle a réservé sa séance d'essai directement. Ouais, donc normalement, le trajet classique, c'est la personne arrive sur le site. Donc, soit elle vient d'une publicité, soit elle vient d'Instagram, soit elle vient d'un flyer. Les supports ramènent vers le site. Oui, donc tous les supports ramènent vers un autre support central qui est le site internet. Le site, parce que dessus, tu as toutes les infos, donc ça va répondre à toutes les questions. Et partout, c'est le call to action, réserver la séance d'essai. Donc, les personnes cliquent sur réserver la séance d'essai et ça renvoie vers l'interface PEPI de réservation classique. Donc, ça, c'est entièrement en autonomie. Donc, tous les jours, on a des gens qui réservent. 90% du temps, on n'a pas de message de la part de ces personnes, c'est fait entièrement en autonomie. Et après, le travail de communication, ça va être après la séance, ça va être les relances, etc. Pour ça, on a un gros système qu'on a mis en place et on va en parler. Donc, ils réservent en autonomie, vous voyez, etc., avec les alertes, machin, bidule. Combien il y en a qui se pointent pas ou qui annulent? C'est rare, sur ça, c'est très rare. Vous avez des systèmes de rappel, genre 24 heures avant, etc., pour qu'ils se pointent? Ouais. Okay. Les emails automatiques PEPI, je crois que c'est à peu près tout. Mais on doit avoir une personne sur 6 peut-être, ou 6 ou 7 qui soit annule, soit ne vient pas. Quelque chose comme ça. Donc assez faible. Et donc après, elle arrive, c'est quoi le processus que vous avez fait sur place au moment où elle arrive? Elle arrive à la salle, moi j'ai briefé mon équipe, le but c'est qu'on accueille correctement la personne, donc lui demander... Quand tu as briefé ton équipe, quand tu dis que tu as briefé ton équipe, c'est qu'en gros, eux, tu les as briefés pour qu'ils regardent à un certain endroit qui est en séance d'essai aujourd'hui, ou c'est toi qui vas dire aujourd'hui il y a telle séance d'essai? Non, on les a briefés, on va dire, dans notre rendez-vous de septembre ou d'autres moments dans l'année, en leur expliquant la bonne manière d'accueillir les gens, mais je le fais pas tous les jours, en fait ils sont au courant. Nous on a un staff qui est stable, j'ai confiance en eux, je sais qu'ils vont travailler correctement. Et ça donc... c'est un gros point aussi, il faut qu'on en parle, parce que c'est le fait qu'à la salle ce soit digitalisé avec les tablettes et que les coachs font l'appel grâce au système PEPI, donc ils voient directement les personnes qui sont en séance d'essai. Donc c'est à ce moment-là qu'ils regardent, donc c'est dans la liste d'inscrits, ils voient et après ils appliquent ce que vous avez défini ensemble. Ils voient, imaginons qu'il y a 2 personnes qui sont là, ils ont le nom, prénom. Ils vérifient que c'est bien eux, on leur demande pathologie, si la personne a déjà fait du sport, comme ça on sait à peu près le profil et on peut adapter un peu le coaching en fonction d'eux. On essaye de lui faire passer un bon moment, que la personne sue, qu'on la motive correctement et puis qu'elle sorte avec le sourire mais en ayant quelques gouttes de sueur au minimum quand même. Et à la fin, le but c'est que le coach amène la personne devant le tableau avec l'ensemble des prix pour lui expliquer un petit peu comment on fonctionne, notre grille tarifaire. Donc vous avez un tableau visuel qui est sur place. C'est ça. Et la personne, du coup, elle est briefée. Et après, on la laisse partir. On n'est pas à lui faire signer directement. On lui laisse le choix de rentrer chez elle. Et après, on a des relances qui sont faites via WhatsApp tous les jours. 2 relances, J+1, J+3, pour demander à la personne comment ça s'est passé et si elle a besoin d'informations sur les abonnements. Et ça nous permet d'améliorer encore notre taux de conversion. Nous, on a fait le choix de ne pas
trop pousser à la vente après la séance. Oui. On sait qu'il y a d'autres salles qui font le choix inverse et que ça marche très bien pour elles. Personnellement, on n'est pas hyper à l'aise avec le fait de ça, c'est souvent forcer. On préfère faire des relances quand la personne s'est un peu refroidie, etc. Enfin, après la séance, parce qu'elle a un peu repris ses esprits, disons. Parce qu'en fait, on a trouvé que le taux de conversion restait très bon malgré le fait qu'on fonctionnait comme ça. Donc, on n'a pas senti le besoin de de forcer trop la main. Ouais. Tom, il utilisait tout à l'heure 40% en transfo, c'est ce qu'on a réussi à faire en 2025 sur toute l'année, 40%, donc c'est vraiment énorme. Ouais, c'est bien. C'est très très bon. C'est bien, c'est cool. Ouais, bah après, sur la partie conversion sur place ou pas, peut-être la raison pour laquelle ça marche assez bien, c'est aussi parce que vous faites quand même un travail. C'est-à-dire que le coach, par exemple, le fait qu'il aille présenter les offres dans la foulée, c'est différent de si le coach disait bon bah comment ça s'est passé, t'as trouvé ça cool? Ouais, super cool. Bon bah voilà. Allez, salut. Ouais, voilà. Mais parce que en fait, c'est quand même déjà un tout petit bout de vente de montrer ce qui est dispo et pour quel cadre, quel profil. Et puis après, on n'a pas arrêté d'en parler sur les derniers podcasts, mais l'anti-vente est aussi quelque chose qui marche très bien pour vendre. Donc, mais il y a un bout de travail quand même que vous faites sur place. Bah, en fait, il le faut parce que, comme j'expliquais avant, le fait que la personne n'est censée rien voir sur nos offres avant d'arriver à la salle, elle est censée juste réserver sa séance d'essai. Donc, en théorie, la personne ne s'est pas encore vraiment renseignée sur quelles offres on propose, etc. Donc là, le coach lui fait découvrir notre système. Encore dans cette idée d'avoir un flux d'informations qui soit le plus souple possible, enfin plutôt le plus réduit possible, et pour se concentrer vers l'essentiel et donner les bonnes informations au bon moment. Oui, les bonnes informations au bon moment. Parce que après nous, on a aussi, il y a un peu deux écoles. Il y a les salles qui mettent pas du tout en ligne parce qu'ils veulent pas que les tarifs, etc., soient vus par les personnes qui connaîtraient pas la pratique et pourquoi ce serait ce prix-là, etc., avec un frein immédiat. Mais après, même quand les tarifs sont en ligne, on peut avoir l'impression que la personne s'est renseignée. Nous, on a un logiciel pro. Je pense qu'on n'a pas 20% des gens qui remplissent le formulaire de contact, donc des salles de sport, pour travailler avec nous, qui ont regardé les tarifs, qui est pourtant dans le menu principal du site internet, et il y a 3 espaces dans le site internet. Quoi. Ouais. Nous, les clients, les prospects, les personnes qui viennent à la salle peuvent aller sur notre site voir nos tarifs, mais le funnel de vente, il amène direct vers la séance d'essai et ils peuvent squeeze toute cette partie-là. Ils vont pas le faire, en fait, la majorité. C'est pas grave. Et puis nous, c'est toujours l'idée de est-ce qu'il y a des informations essentielles que les personnes peuvent avoir en tête et qui sont manquantes dans notre site. Si oui, la personne va nous envoyer des messages, donc c'est encore des actions à gérer. Typiquement le tarif, s'il n'est pas présent, on s'attend à ce qu'on ait des appels, des emails, des demandes WhatsApp, etc. C'est quelque chose dont on n'a pas vraiment envie de s'occuper. Il suffit de mettre le prix sur le site et puis basta. Ouais. Est-ce que en positionnement prix, vous êtes sur un positionnement normal, vous n'êtes pas en normal, bas. même légèrement en dessous des salles CrossFit aux alentours. Okay. Là, on a fait une augmentation de prix dernièrement, mais malgré ça, on reste en dessous plutôt. Sur les offres, du coup, ça ouvre une porte que je trouve intéressante dans votre cas. On peut en parler. C'est assez simple chez vous. Très simple. C'est très simple. C'est au plus simple possible qu'on ait réussi à faire. Donc, allez-y, dites-moi. Tu veux en parler ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'ouverture, j'avais énormément d'offres. Beaucoup trop, c'était compliqué. Tu te souviens combien d'offres tu avais ? Voilà, il y avait 3, il y avait illimité 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, et il y avait avec engagement, sans engagement, et je me demande même s'il n'y avait pas un engagement 6 mois. Bref, j'avais donc 9, tu faisais x3, 9 offres. 9 ou 12. Bon bref, c'était beaucoup trop par rapport à ce qu'on fait maintenant. Et en fait, plus les mois, années ont passé, plus j'ai réduit parce que je voyais ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et donc j'avais déjà réduit beaucoup. Quand Tom t'est arrivé, on avait 3 abonnements, c'est ça ? Oui, 3 abonnements. Et on là, avait le engagement 1 an, illimité, illimité sans engagement et 2 fois par semaine. C'était nos 3 abonnements. Et en plus de ça, on avait les carnets de séances, 1 séance, 10 séances. Je crois que c'était... Ouais, c'est ça. Et quand Tom est arrivé, au fur et à mesure, on s'est dit qu'il fallait changer la grille tarifaire et on l'a fait, c'était en janvier, c'est ça. Ouais. Et donc là, vous avez quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir, encore une fois, comme quand on parle de funnel pour obtenir des prospects, ici le funnel, c'est un funnel d'offres qui va vers l'abonnement.
Donc on a un abonnement unique qui est un peu l'offre mère, et on a des carnets de séances pour ceux qui ne veulent pas s'engager. Mais dès que la personne veut s'engager et s'entraîner régulièrement, c'est l'abonnement. Donc en gros, les carnets sont à prix décroissant. On compare les prix par séance en fait entre les différentes offres. On a des carnets de une séance qui sont les plus chers au prix par séance, 10 séances et 30 séances. Et ça, les 30 séances par exemple ont remplacé l'abonnement 2 fois par semaine qu'on avait. Okay. Donc typiquement, c'est les gens qui veulent soit s'entraîner occasionnellement, soit ont des déplacements, soit ne souhaitent pas s'engager ou faire des entraînements assez peu réguliers. Pour toutes les autres personnes, c'est l'abonnement unique. C'est un abonnement à l'année, un cours par jour, plus Open Gym illimité. Et celui-là, on le fait à 110 €. Ok. Et donc du coup, après les carnets, vous avez en tête les tarifs? Les tarifs, donc la séance unique est à 25 €. Le carnet de 10 est à 190 €, donc 19 € par séance. Okay. Et le carnet de 30 est à 13 € par séance, et je crois que ça fait 390. C'est ça, exactement. Et du coup, donc ça remplace, comme vous disiez, le 2 fois semaine en fait, en réalité. Tu pourrais te dire, un 2 fois semaine à X € par mois ou 390 à sortir, je ne vais pas réussir à toucher les mêmes clients. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, ou est-ce qu'au final, vous en vendez plein? En fait, le 2 fois semaine qu'on avait était assez contraignant parce que c'était un engagement 12 mois. Donc le carnet, l'avantage, c'est que ça touche des personnes qui ne souhaitent pas s'engager, ce qui n'était pas possible avec l'abonnement qu'on avait dans son format. Je pense que le prix n'est pas une barrière à l'entrée insurmontable. Actuellement, sur le... Ouais. 390, ça reste quelque chose que la plupart des gens peuvent sortir. En tout cas, dans notre zone géographique. Dans votre zone géographique, c'est ce que j'allais dire, parce que ça dépend beaucoup de là où tu es. Mais dans votre zone géographique, donc ça, c'est toujours des choses qui dépendent de l'emplacement, de la salle, de la clientèle, etc. Ça, c'est sûr que on n'a pas la vérité générale, mais pour nous, c'était la formule qui a fonctionné. Ouais, ok. Donc 1, 10, 30, et après un cours par jour. Et d'un point de vue marketing, c'est ce que vous avez sur votre site internet. C'est marqué, c'est un cours par jour. Exactement. Ouais, j'ai vu ça du coup. Et ça, c'est aussi important en termes de choix, en fait. C'est un truc marqué, quoi. C'est pas un abonnement illimité, c'est un cours par jour. Ouais, en fait, un entraînement par jour, plus Open Gym si la personne n'est pas satisfaite de son entraînement quotidien, qui est déjà beaucoup. C'est déjà énorme en termes de volume. Si quelqu'un fait un cours par jour, elle finit la semaine sur les rotules. Mais de toute façon, dans les faits, nous, on a les datas, etc., sur les entraînements illimités. Les entraînements illimités sera en moyenne sera bien en dessous d'un cours par jour. Bien sûr, ça viendra bien moins qu'un cours par jour. Il y a quelques forcenés qui pourraient venir 2-3 fois par jour. Des exceptions, il y a des exceptions. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas énormes. Ouais. Donc donc vous avez simplifié au fur et à mesure le plus possible. Et est-ce que vous avez vu une distinction dans les transfos? Est-ce que vous avez vu une distinction dans la gestion, ou est-ce que vous avez juste vu une distinction dans la rentabilité? Il y a une différence entre les abonnements et les carnets, c'est que les carnets, déjà, tu obtiens directement la somme investie au moment de l'achat, alors que les abonnements, c'est sur la durée. Donc ça te permet de faire un peu plus de trésorerie quand tu arrives à vendre des carnets de 10 ou 30. Donc ça, c'est quand même un gros point. D'autant plus que les abonnements, tu cours toujours le risque que la personne s'engage, mais finisse par arrêter de payer. Et donc dans ce cas-là, tu as quand même perdu pas mal de potentiel. Ce que tu peux pas avoir avec les carnets, ça c'est un gros avantage. J'allais te dire, pour aller à l'inverse de ça, c'est le carnet, du coup, dans le concept, il faut le revendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des salles aussi, je pense, qui, je défends ni l'un ni l'autre, mais il y a des salles qui se disent, je vais signer mon abonnement, s'il a un petit coup de mou, pendant son abonnement, pendant 2-3 mois, peut-être au bout des 12 mois, je sais pas si c'était à reconduction ou pas, au bout de l'année. Au bout de l'année, c'est pas une reconduction sur un engagement d'un an, mais c'est une reconduction mensuelle qui est faite. Et ce que je veux dire par rapport à un 2 fois semaine, celui qui est remplacé par un carnet, tu pourrais avoir ce truc de s'il est fantôme, on entend beaucoup, s'il est fantôme, c'est rentable, etc. Alors, ça, on pourra revenir dessus, c'est pas trop le cas, mais... En fait, oui et non, parce que s'il est fantôme, c'est rentable parce qu'entre guillemets, il prend pas de la place dans la salle, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il va sûrement pas racheter un carnet derrière, et donc c'est un client court terme. Oui, dans le cas d'un carnet, mais dans le cas d'un abo, lui par contre, si tu peux avoir ce cas de personnes qui sont un peu fantômes, qui vont pas venir. Mais l'abo va plus pousser à venir
que le carnet. Quelqu'un qui va payer par mois va plus voir son relevé bancaire chaque mois et se dire qu'est-ce que je fous, il faut que j'en profite. Quand tu as déjà payé le carnet, tu n'as pas ce rappel mensuel et donc ça peut passer à la trappe. Donc le challenge sur le carnet, c'est de se dire, le côté qui est vachement positif, c'est que vous encaissez au début et donc vous avez la trésor qui va avec, etc. Et vous pouvez pas avoir cette perte de valeur de quelqu'un qui arrêterait de payer, notamment. L'aspect où ça demande peut-être plus de travail, c'est la fidélisation et le processus de vente en sortie, soit sur votre abo qui est peut-être votre objectif systématique, ou sur un autre carnet, quoi. C'est ça. Faut que tu aies des processus, quoi. Si tu es une salle aujourd'hui qui a du mal à avoir un processus de vente, etc., c'est peut-être pas le choix... En fait, c'est surtout, je pense que le système par carnet fonctionne quand il y a du volume. Si tu as beaucoup de mal à avoir des prospects, c'est peut-être pas la meilleure chose. Parce qu'une salle qui a peu de prospects, il vaut mieux les fidéliser, les garder sur le long terme, mais ça, l'abonnement est quand même imbattable sur ce sujet-là. Par contre, si tu as beaucoup de prospects et que tu peux te permettre d'avoir un peu plus de turnover, le carnet, pour nous, est une offre plus intéressante, plus rentable. C'est plus rentable d'avoir quelqu'un qui prend un carnet de 30. Mais on a quand même fait le choix de ne pas faire tout en carnet parce que c'est important de garder un abonnement pour fidéliser et puis aussi pour pouvoir prévoir un petit peu les revenus mensuels. En fait, l'aspect abonnement, il est intéressant parce qu'il crée de l'inertie. Ça veut dire que si le nombre d'abonnés monte, on sait que notre CA va monter. Si ça diminue, on le voit aussi et on sait quoi faire. Il va falloir remonter peut-être la com, etc. Et ça donne de l'argent continu, une base, un socle. Et par contre, les carnets, c'est le bonus de CA qui monte instantanément. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des deux quand même. Une partie de stabilité avec les abonnements, une partie bonus où c'est de l'argent qui rentre directement, quoi. Il y a des salles qui font le choix d'avoir que des carnets, mais c'est vrai que la prévisibilité que nous apportent les abonnements, c'est quelque chose dont on ne voulait pas se séparer. Mais c'est des choix. Je pense que si dans une salle avec beaucoup d'affluence, notamment sur des zones très touristiques, etc., un système full carnet, ça a vraiment beaucoup de sens. Dans une salle, nous on est dans un quartier avec beaucoup d'habitants qui sont là à long terme, on ne se sentirait pas à l'aise de ne pas proposer au moins un abonnement. On le voit en faisant des benchmarks un petit peu de tout ce qu'il y a dans le milieu fitness, etc. Tout ce qui est yoga, pilates, ces studios-là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fonctionne quand même beaucoup sur les carnets et moins sur les abonnements, alors qu'une salle CrossFit traditionnelle va fonctionner beaucoup plus sur le système d'abonnement, moins sur carnet. Actuellement, on voit que les studios pilates, yoga, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup. Je pense que c'est un business intéressant. C'est super concurrentiel, donc je pense que les curseurs sont poussés au max. Mais en termes de rentabilité, c'est quand même méga étudié, puisque ils en arrivent à avoir des consommations de crédits différents selon l'heure. C'est-à-dire que tu as un carnet de 30, si tu vas à 18h, ça te coûte 4 crédits, si tu vas à 10h, ça te coûte un crédit. Donc en termes de renta et d'optimisation, c'est sûr que tu es au bout du bout du truc. Mais comme tu dis, il y a vachement de volume. C'est complexe et puis il faut qu'il y ait vachement de volume. Et il faut avoir l'infrastructure qui permette de mettre ça en place. Donc je ne sais pas si tous les logiciels le permettent. Mais aussi, il faut pouvoir l'expliquer au client. Et parfois, comment tu expliques à ton client que la séance qu'il vient de faire a moins de valeur que la séance que son voisin fait 2 heures après. C'est peut-être que en bien-être, les gens ont plus conscience de ça, dépendamment de la zone. Parce que je pense que, tu vois, nous, par exemple, ici à Bordeaux, pas beaucoup ce concept-là de variation de crédit par heure, alors que je pense qu'à Paris, il y a des studios qui sont tellement blindés qu'il doit y en avoir beaucoup plus, quoi. Enfin, en tout cas, dans les contacts qu'on a, ça ressemble un peu à ça, quoi. Est-ce que vous avez une idée de la proportion ? Le ratio entre vos différentes offres aujourd'hui ? On n'est pas loin de 50-50 Donc 50% de gens sur un des 3 carnets. La session unique, entre un des 2 carnets du coup, c'est ça. Et 50% sur les abonnements. Ouais, à peu près. Ok. Sur toute la partie expérience du site internet, tu disais, c'est vous qui l'avez fait déjà ? Oui. Ok, donc c'est toi qui faisais ? Oui. Donc vous aviez la capacité de l'avoir en interne ? Ouais, c'est un avantage. Parce que tu peux faire des modifications toi-même, tu peux le faire vraiment à ton goût. Enfin, moi j'avais l'expérience d'avoir fait plusieurs sites avant. C'est du WordPress. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place. À chaque fois, quand on me pose la question, je dis toujours que c'est faisable. N'importe qui peut réussir sur WordPress avec un thème. Tu prends un thème de qualité. Après, il faut apprendre un petit peu, il faut prendre la main. Mais... Donc un thème, c'est un modèle. Ouais, c'est ça. Tu prends un modèle et ça coûte combien ? T'as une idée ? Tu as d'une part l'hébergement du site, qui sur les plans les moins chers, ça peut être 10 à 20 balles. Pour la plupart des salles, je pense que c'est suffisant. Un thème, ça peut être 60 € pour le thème.
tu as aussi plein de thèmes gratuits qui peuvent fonctionner, mais le plus important, c'est pas forcément le thème, c'est pas forcément que ce soit le site le plus joli du monde, c'est plutôt la hiérarchie des informations, la clarté et le call to action. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous, ce qu'on voit ce qui est vraiment surprenant sur votre site internet, c'est ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, où on sent qu'il y a un objectif très précis. Chaque page doit avoir un objectif en fait. Et il faut se dire quel est le parcours de l'utilisateur quand il arrive sur le site, quelle info il recherche, et s'il recherche telle info, sur quelle page il se rend, et s'il se rend sur cette page, quelle est l'action qu'il doit effectuer à la fin de la page. Donc ça, c'est toujours le call to action à la fin. Ça peut être sur les pages classiques, l'accueil, etc. Ça va être la séance d'essai. Sur des pages du type contact, ça peut être la FAQ, ça peut être nous contacter, etc. Oui, un objectif particulier pour ça. Okay. Notre site, ce que je peux ajouter, c'est qu'à l'ouverture de la salle, il était différent de celui qu'on a actuellement. Tom, il a fait plusieurs mises à jour et là, on est sur une version un peu finale où on est assez fiers du rendu visuel. Si jamais il y en a qui veulent regarder, powerspot.fr, si vous voulez vous rendre dessus. Ouais. C'est ça, mais on est toujours prêt à changer. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit sur les formules, que ce soit sur les disciplines, sur les plannings, sur le site. Enfin, s'il y a quelque chose dont on se rend compte qui n'est pas optimal, on fait l'effort de retravailler dessus, de refaire la stratégie, repenser à ce que c'est la meilleure façon de le faire. Et c'est important, je pense, d'avoir ce processus continuellement, même une fois qu'on a atteint une taille un peu plus critique. Et du coup, ça, sur le site internet, ce qui est, tu dirais que c'est compliqué. Alors, je pense que c'est quand même compliqué de réfléchir à la hiérarchisation des informations. Ça, c'est ou alors il faut le faire en plusieurs fois et essayer de comprendre quand tu n'es pas du tout dedans. C'est quand même pas si simple. Mais d'avoir un site internet qui fait le job en première version, c'est pas si compliqué aujourd'hui avec les outils. C'est pas si compliqué. Et puis, il y a les outils traditionnels comme WordPress, comme Wix, comme tous les autres. Et il y a de la nouveauté maintenant qui va très très vite aussi. Et puis maintenant, tu peux faire un site en un claquement de doigts avec l'IA. Ce sera peut-être pas parfait du premier coup, mais tu peux facilement. Au moins, tu as un support. Ouais, tu peux, carrément. Mais c'est d'autres problématiques, c'est d'autres façons de travailler. C'est pas forcément beaucoup plus simple. Ça peut prendre autant de temps parfois. Mais ça peut permettre, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas forcément d'appétence de design ou autre. C'est plus accessible. Ouais. C'est plus accessible. Nous, on regarde un peu des trucs à droite à gauche. Lovable, qui est un éditeur comme ça, où à partir d'un prompt, très honnêtement, et aller peut-être, je sais pas, 5-6 itérations, tu peux avoir une version de site et on parle pas juste d'un site vitrine, quoi. Il peut y avoir des boutons d'action, il peut y avoir différentes sections, etc. Avec un système assez interactif où tu fais un premier prompt qui va te sortir une première version et après tu peux aller modifier aussi directement dans le design et c'est pour $25 par mois, quoi. On parle de... Ouais, ça c'est des nouveaux outils qui qui se mettent en place petit à petit mais qui vont grossir vraiment de plus en plus vite. Maintenant, je crois que Codex permet d'avoir une fonctionnalité de site qui est intégrée directement dans l'outil Codex. Et donc, on peut faire en un prompt, on peut faire. C'est de plus en plus accessible. C'est de plus en plus accessible. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre cas, c'est quand même, ça montre que le support est central. Et maintenant, c'est plus accessible que quand vous l'avez fait. Même s'il y avait des WordPress et tout ça. Oui. Fallait quand même. Enfin, moi, WordPress, des fois, tu cassais un peu la tête quand même. Ça peut être un peu compliqué. En fait, ça va être aussi une histoire d'hébergeur, parce que si tu choisis un hébergeur, tu peux avoir des fonctionnalités de mise en place de WordPress qui sont très simples. Une fois que tu es dedans, c'est vrai que l'interface peut un peu... Des fois, c'est un peu l'enfer. Et, un petit peu, et quand c'est très extérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que n'importe quel propriétaire de salle, avec un outil... les outils qui viennent de sortir dernièrement en IA et tout, c'est facile d'avoir, c'est vraiment possible d'avoir un support. Là, on est dans une vraie ère de transition. On le voit avec Tom qui est très à jour sur toutes les nouvelles technologies, IA, etc. Et il me tient au courant. Moi, je regarde ça de plus loin. Et effectivement, là, on est dans une ère de changement. Et avec Tom, on pense qu'il faut prendre. C'est important. Il faut surfer la vague là. Nous, on a toujours été à fond dans le digital pour la salle, et là, c'est la suite logique. Oui, c'est la fusée d'après, quoi. Un peu qui arrive sur tout ça. Malgré le fait que ce soit des business physiques, ce sont des business qui peuvent tout autant profiter de ce genre de choses. Mais ça, on en parlera en dernier. Déjà, juste pour revenir. Donc toi, t'es à Bali, t'habites à Bali. Combien de temps? C'est quoi la répartition que t'as à peu près? C'est un petit peu 50-50 aujourd'hui.
Et c'était dès le début comme ça, parce que toi, tu as dit tout à l'heure, Tristan, que quand tu l'as appelé quand il était à Bali, donc quand tu lui as demandé de rejoindre. Ouais, c'est ça. Vous avez jamais vu ça comme un problème? Tout de suite, vous vous êtes dit, on va se débrouiller Alors, quand j'ai appelé Tom, il était en vacances, en voyage assez long. Je venais de quitter la boîte dans laquelle je travaillais, que j'avais cofondée. Et donc, je voyageais à ce moment-là, le temps de réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. C'était tombé à pic que Tristan m'appelle à ce moment-là, qui c'était un petit peu avant que je revienne en France. Donc c'était absolument parfait, quoi. Et puis c'est pendant ce voyage que j'ai rencontré ma femme aussi, qui est balinaise. Donc tu as allongé un peu le voyage finalement. Exactement. Et donc forcément, il y a des défis. Forcément, il faut s'adapter. Rien que le fuseau horaire. Nous, en fait, ça fonctionne parce qu'on a des compartimentations de travail qui sont logiques à ce niveau-là. Tristan s'occupe beaucoup du physique, moi beaucoup du digital. Donc ça fonctionne dans ce cas-là, mais si les rôles étaient inversés, ce serait intenable. Oui, mais ce serait compliqué. Ça dépend vraiment complètement de la situation des box, quoi. Le décalage horaire en ce moment, c'est quoi? 6, je crois que c'est 7 heures l'été, 6 heures l'hiver. Donc en gros, vous faites, pour communiquer, vous faites comment? Est-ce que vous avez un point le matin et pour l'autre le soir? Quand Tom il est sur Bali, on s'appelle en matinée. En fait, ça change pas, on s'appelle de toute manière tous les jours. Et que je sois à Bali ou pas, c'est pareil. À la même heure. Là, je suis avec Tom, mais il pourrait ne pas être là, on serait en call à distance, ce serait ok quand même. Finalement, en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, j'ai peut-être les 3/4 de mon travail qui sont sur l'ordinateur de toute manière. Le quart restant, c'est du travail en physique sur place. C'est la partie un peu embêtante quand je suis pas là, mais on trouve toujours des solutions. Oui. Que ce soit en trouvant de l'aide, par exemple la partie ménage, on s'en occupait à 2 avant, mais maintenant on a la chance de pouvoir voir quelqu'un. Il y a la partie open gym qu'on gère nous-mêmes. Et là encore une fois on peut trouver, si Tristan n'a pas de disponibilité, on trouve un coach pour le faire. Il y a toujours moyen de s'arranger. Oui, donc en gros vous communiquez tous les jours quand même, obligatoirement. Parce que je pense, je saurais pas trop comment aller chercher ce que j'ai en tête, mais en gros par rapport à ce que je disais au début, tu peux, un owner qui serait tout seul, cette conscience-là de se dire qu'en fait tu peux aussi te détacher, avoir un recul. Ah oui, totalement. Nous, ça marche bien. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à 2 que tout seul, et que l'autre personne soit en physique ou à distance, c'est une aide énorme, quoi. Donc je confirme. Ça dépend encore une fois des profils, et puis nous, ça marche aussi peut-être parce qu'on est frères. Donc on s'entend bien en dehors de ça, on se connaît, on connaît nos centres d'intérêt, etc. Donc c'est très facile pour nous de travailler ensemble. Ce serait peut-être plus compliqué avec quelqu'un. L'avantage, c'est que depuis qu'on est associés, ça n'est jamais arrivé qu'on soit en opposition sur un choix. Des fois, on a un avis légèrement différent, mais finalement, on s'ajuste très vite. On n'a jamais été en opposition. Donc, puis quand on s'appelle, on a toutes nos private jokes, vu qu'on a passé toute notre vie ensemble. Donc, on peut bosser et rigoler, quoi. Ok, donc en gros, il n'y a pas une structure particulière Non, la structure, elle se fait... Nous, on n'est pas du genre à trop vouloir structurer. On essaye de faire les choses au fur et à mesure, en gardant un cadre professionnel, mais on ne va pas forcément avoir toujours le point à X heures, en parlant de X choses, etc. C'est les sujets, au fur et à mesure qu'ils viennent, on va les traiter, mais c'est plus libre, c'est plus freestyle. On n'est pas je pense pas qu'on soit des manias de l'organisation très carré, etc. Par contre, on est des gros bosseurs tous les deux, et on est des fonceurs quand même aussi, quoi. Après, du coup, si vous n'êtes pas des manias de l'organisation, ça marche quand même très bien. Et c'est aussi certainement parce que vous avez beaucoup d'autonomie. Tous les deux. Mais ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça marche aussi parce que Tom, je n'ai pas à vérifier qu'il fasse son taf, je sais qu'il va bosser comme un fou, et Tom il sait qu'à la salle, le taf il sera fait aussi, en fait. Il y a une histoire de confiance, mais ça, que ce soit entre frères ou pas, c'est il faut qu'elle soit c'est important. Évidemment, sinon c'est pas bien parti. S'il n'y a pas de confiance avec son associé, ça risque d'être un peu compliqué. C'est peut-être la pierre angulaire d'une relation entrepreneuriale, je pense que c'est la confiance. Sans ça, on peut lancer aucun projet, carrément. Quelle que soit l'entreprise. Carrément. Sur les indicateurs, un petit peu. Donc, tout indicateur qui va pouvoir toucher
un peu à tout, quoi. C'est-à-dire d'un point de vue plus financier, d'un point de vue peut-être plus fréquentation, évolution du planning, etc., d'un point de vue client. Comment est-ce que vous pouvez partager un peu la sauce que vous avez de votre côté, les réflexions, le tracking que vous avez, et à quoi ça vous sert, à quel rythme, un peu toutes ces choses-là. Nous, souvent, on nous dit les stats, c'est cool, mais je sais pas quoi en faire, en fait. Et c'est un des espaces le moins consultés de l'outil. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est plus son domaine. Hein. Plus mon domaine. Ouais, on parlait du fait de tout axer sur la séance d'essai. Donc forcément, notre KPI clé, c'est la séance d'essai. C'est celui qu'on regarde le plus. C'est combien de personnes ont fait de séance d'essai chaque Donc juste mois. KPI parce qui dans la tech, etc. Voilà. C'est les chiffres qu'on regarde quotidiennement ou mensuellement sur le business pour un peu piloter la gestion. Pour nous, la quantité de prospects qui viennent faire une séance d'essai et forcément le taux de conversion qu'il y a derrière, ça c'est très important pour nous. On traque, peut-être que je peux parler du système qu'on a. Oui, totalement. Parce qu'on rentre dedans. Tu parlais rapidement d'un Excel qu'on avait. Là, on est passé au niveau au-dessus. C'est vrai qu'on avait mis en place un Excel automatisé où on pouvait traquer chaque personne qui effectue une séance d'essai. On traquait avec qui elle l'avait fait, à quel horaire. Et ensuite, on traquait les relances qu'on faisait et si la personne avait pris une offre ou pas. Donc, ça permettait d'avoir des stats par mois et des stats annuels agrégés sur les taux de conversion par coach, taux de perte, quel type d'offre est prise le plus par les prospects, etc. etc. Maintenant, on a conservé l'idée d'avoir un outil comme ça, mais on l'a passé comme une application interne qu'on a créée avec l'IA d'ailleurs. Donc on a tout un système de tracking automatisé où dès qu'une personne va faire une séance d'essai, elle va être ajoutée automatiquement sur une liste, sur un dashboard. Et le dashboard va suivre automatiquement les cycles de relance pour chaque prospect. Donc Tristan mentionnait le fait qu'on a une relance à J+1 et une relance à J+3. Donc quand une personne est ajoutée sur la liste, le système va calculer quand est-ce que sa séance d'essai a lieu. Une fois que la séance d'essai a lieu, on va rentrer dans le cycle de relance. Donc à J+1, on va avoir le message tout prêt à copier-coller qu'on va pouvoir envoyer sur WhatsApp, qu'on fait encore manuellement parce que on n'a pas encore la confiance totale dans l'IA pour lui laisser ce genre de sujet. Mais on a le message tout prêt, il suffit de cliquer sur un bouton, de le copier, de l'envoyer. Et ensuite, on clique sur relance faite et le système comprend que la relance a été faite. Et donc, le délai des J+3 pour la deuxième relance commence à courir. Et donc, à J+3, on envoie la deuxième relance. Si entre-temps, il y a eu une conversion, la personne est marquée comme validée et donc il n'y a plus de relance. Donc tout ça c'est entièrement automatisé, c'est un système qu'on a mis en place et qui nous permet de suivre les cycles de prospects, ce qu'on appelle des cycles de prospects pour nous, et à la fois de s'assurer que les relances sont bien faites, de les faire le plus vite possible et de traquer absolument tous les KPI qu'on a relatifs aux séances d'essai. Donc ça va être par coach, ça va être par période, ça va être par conversion, par offre, on peut vraiment tout donner, quoi. Et donc du coup derrière donc pour la forme, il y a maintenant des automatisations, le tableau, enfin peu importe. Ouais. Dans le fond, ces indicateurs-là, pourquoi vous les avez choisis? Tu en as parlé un petit peu, mais quand vous observez des choses sur ces indicateurs, qu'est-ce que vous associez à ça en fait? En fait, déjà, c'est si on a plus de prospects, on a potentiellement plus d'adhérents. Donc c'est un moteur de croissance. Les prospects, sans prospects, on n'a pas d'adhérents, on n'a pas de croissance. Donc c'est le nerf de la guerre pour nous. En fait, ça permet aussi de voir si certains mois sont un petit peu plus mous, de voir pourquoi. Forcément, on s'attend à ce que certains mois soient vraiment boostés, notamment la rentrée, septembre, janvier. Mais si on a des mois qui sont des anomalies, entre guillemets, soit des pourcentages de conversion qui soient très faibles, soit des coachs qui convertissent moins que d'habitude, on essaye de voir pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer. Et c'est un peu un signal d'alerte pour nous. Donc si ça correspond à notre moyenne, c'est OK. S'il y a des KPI qui sont en dessous, on se demande pourquoi, on va chercher et on corrige si c'est quelque chose de corrigeable. Ok. Donc ça veut dire par exemple sur les coachs, ça c'est intéressant, je sais qu'il y a des structures qui le font, mais sur les coachs, vous regardez les taux qui est meilleur vendeur en fait. Oui. Ouais. Après là-dessus on n'a pas trop à s'inquiéter, les stats elles sont quand même positives, il n'y a pas de gros écarts entre les coachs. Mais par contre c'est vrai qu'il y a des coachs qui sont un petit peu au-dessus, en moyenne, d'autres un petit peu en dessous, mais
a une stat assez haute quand même, un faible delta. Oui, mais le fait de l'avoir, ça veut dire que eux, ils savent que vous regardez ça. Ouais. Donc ça, pareil, pour eux, ça montre que la transformation... Ouais. Est-ce qu'ils ont une prime quand ils transforment ? Alors, oui. C'est ce qu'on mettait en place jusqu'à récemment. On avait une prime pour les... En fait, on avait un système qui... Parce qu'ils sont auto. Oui. Ils sont indépendants, c'est des coachs indépendants. Okay. Ouais. On avait un système de bonus qui pondérait le nombre de conversions réalisées et le taux de conversion. Donc, de manière à ce qu'un coach qui donne beaucoup de séances ne soit pas complètement surreprésenté par rapport à un coach qui en donne peu, mais qui a un très beau taux de conversion. Donc, on pondérait fortement en fonction du taux de conversion. Et on attribuait un bonus trimestriel. Okay. Je parle au passé parce que c'était un moteur de croissance, mais aujourd'hui, vu qu'on est un peu au max, pas loin de la saturation, donc ça n'a plus vraiment de sens d'incentiver sur ce KPI-là précisément. Donc on est en train de réfléchir à comment... Incentiver, c'est du coup donner de l'intérêt pour eux sur un indicateur que vous avez choisi. Exactement. Donc on essaye de... Vous en avez trouvé un autre ou pour l'instant Non, on réfléchit. Pas encore. Mais pas encore. En fait, on essaie de trouver une incentive qui corresponde à nos enjeux actuels. Oui, bien sûr. Et l'enjeu, jusqu'à récemment, c'était de faire grossir la salle. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt qualitatif. Donc, c'est que chaque adhérent ait la meilleure expérience possible à la salle et qu'on les garde le plus longtemps possible. Donc là, ça, c'est des indicateurs qui sont quand même majoritairement sur la phase prospect jusqu'à conversion, quoi. Est-ce que derrière, vous avez d'autres indicateurs que vous regardez de façon zoomée, le churn. Donc, pertes. Les pertes, qu'on regarde, mais pour nous, en tout cas, c'est vraiment faible relativement. La plupart des gens qui quittent la salle, c'est parce que soit c'est un déménagement, soit c'est mutation professionnelle. Mais c'est très rare que les gens résilient par mécontentement. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc en fait, le taux de churn est très bas. Donc le taux de churn, juste pour expliquer, alors il y a différentes façons de le calculer. Vous le calculez comment ? Tu sais, tu as l'équation que vous utilisez ? Alors je me rappelle plus exactement parce que ça c'est encore une fois dans un dashboard que j'ai mis en place aussi. Et les calculs exacts que j'avais paramétrés, je suis plus certain. Je sais que vous aviez envoyé une newsletter à ce sujet-là récemment. Et je crois que notre calcul était à peu près similaire à celui que vous donniez. En gros, il y a plusieurs façons de le calculer. Pareil, je ne les ai pas en tête. En plus, c'est des équations bordéliques. Mais en gros, ça te permet d'avoir un pourcentage de personnes. Alors, ce n'est pas un pourcentage de personnes qui partent réellement, mais c'est un pourcentage qui doit évidemment être le plus bas possible et qui te permet, juste en l'observant et en le modifiant, de savoir combien tu perds quasiment. C'est-à-dire que, imaginons un très bon taux de churn, ça va être 3%. Entre 3 et 3,5% pour une salle, en fait, la différence de 0,5%, ça représente sur 12 mois beaucoup d'argent. Parce que c'est des gens qui vont rester un petit peu plus longtemps, qui vont peut-être payer une mensualité de plus, 2 sessions sur un carnet, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça c'est assez important, c'est assez peu regardé. Et en fait, c'est un peu l'exemple qu'on donnait dans la newsletter, c'est de remplir un seau percé, quoi. Si ton taux de churn il est pourri, tu peux faire 100 prospects par mois. En fait, si tu en as 100 qui se barrent... D'où les actions sur les fantômes que vous mettez pas mal en avant, les workflows, etc. Bah ça c'est quelque chose en fait qui est important, mais du coup peut-être plus dans le cas d'un abonnement, celui-là, enfin dépendamment de la conversion, etc. Je sais pas dans votre modèle comment ça peut fonctionner, mais c'est vrai que dans le cas d'un abonnement, ça a du sens parce que c'est vrai qu'il est très rentable le fantôme quand il est là et entre guillemets si tu prends sa mensualité, il est à la session, il est méga rentable parce qu'il est peut-être venu une fois, mais par contre au lieu de rester 22 mois de valeur de vie au total, il va peut-être en rester 12, quoi. Et puis bon, avoir une salle avec que des fantômes, c'est pas non plus le business dont tout le monde rêverait. Sauf pour certains globaux. C'est même le cœur du modèle. Les salles libre accès, c'est les meilleurs clients, c'est clair. Ils n'abîment pas le matériel, on peut pas rêver mieux. Mais nous, on a une communauté qui est vraiment le cœur battant de la salle, et c'est des gens qui utilisent la salle quotidiennement, et sans eux, c'est vrai que ce serait quand même beaucoup moins sympa d'aller travailler. On a fait une petite coupure de technique, caméra qui surchauffe. On était dans les indicateurs. Donc là, vous avez énuméré les indicateurs surtout pour la partie prospect, enfin plus des indicateurs quotidiens du coup. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme niveau ? On a 2 niveaux principaux. On a le niveau financier. Donc là, ça va être les revenus mensuels.
les dépenses, donc vérifier si on est à l'équilibre, si on est en bénéfice ou en déficit. Ça va vraiment dépendre des mois, parce que je pense que tous les gérants ont la même expérience. On a des mois avec beaucoup de dépenses qui s'enchaînent, les taxes, des achats, des frais qui s'additionnent. Et puis d'autres mois où les dépenses sont très faibles. Donc ça peut être un peu des hauts et des bas. Mais c'est un des points les plus importants à suivre parce que, encore une fois, il y a les prospects d'un côté qui sont très importants, mais de l'autre côté, la partie financière, si elle n'est pas sustainable, si on ne peut pas la tenir dans le temps, la boîte peut pas perdurer. Ouais. Donc, en fait, il ne faut pas avoir de tabou sur la partie financière. La partie financière, c'est celle qui permet d'offrir le service, de permettre à des adhérents de venir s'entraîner, d'avoir une bonne expérience avec des copains, etc. Si la boîte ne vit pas, on ne peut plus offrir ces services-là. Donc c'est important d'avoir ça en tête sur la partie financière. C'est ce qui fait qu'on peut offrir nos services aujourd'hui. Donc chiffre d'affaires mensuel, mis en face les plus avec les moins. Quelle est l'équation au bout ? Est-ce que ça perd de l'argent ce mois-ci ou pas ? De par la variation des dépenses, pas ça forcément s'alerter absolument s'il y en a un mois qui redescend. Non, il faut trouver les raisons pourquoi il y a cette différence ce mois-ci, analyser un peu les sorties, voir ce qui a changé. Si c'est la saisonnalité. Voilà, si c'est quelque chose de durable ou pas, et si c'est quelque chose de durable, alors prévoir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer le coût. Une fois que vous avez, donc dans le chiffre, vous regardez le chiffre d'affaires total, dans le chiffre d'affaires, est-ce que vous regardez les catégories de chiffre d'affaires ? Donc vous avez une boutique par exemple. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez une boutique que vous avez mis sur le site internet d'ailleurs, en partie, donc avec des t-shirts, des bobs, des choses comme ça avec votre marque. Est-ce que vous regardez la répartition du chiffre d'affaires parmi les catégories ? Un petit peu. Principalement non en fait, parce que la majorité du chiffre d'affaires, c'est les offres. C'est le service quoi. C'est les carnets, les abonnements. Le reste, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, mais le pourcentage total, je sais pas. Ouais, dans les services qu'on va vendre en plus, ça va être, comme tu disais, du merch, vêtements. On va aussi avoir le frigo à la salle où on vend des boissons dessus et des compléments alimentaires. On s'est mis en partenariat avec une marque et ça représente très très peu. Donc, sur le pourcentage global, c'est pas grand-chose. C'est infime. C'est moins de 5%. Le total. Je pense que ça doit être dans ces eaux-là, peut-être 5%. Ok. Et donc, dans les offres, donc dans les 95%, est-ce que vous regardez quelles offres fait quel chiffre par contre ? Oui. Ouais. On a ça, on a ces données-là, on a vraiment le détail des revenus par offre, des quantités d'offres qui sont souscrites, et puis de celles qui sont résiliées, si le cas échéant. Donc on a, ça c'est important. Je pense que ça permet aussi de voir, d'étudier ce qui fonctionne moins entre les carnets, les abos, voir aussi quel abo rapporte de l'argent, quel abo est peut-être superflu. Ça, c'est des choses on peut peut-être pas forcément le savoir au moment où on crée l'abonnement, mais après quelques mois de recul, on sait que cet abo-là, en fait, n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, est-ce qu'il apporte de la valeur ou est-ce qu'il dilue l'offre ? Et est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas eu cet abo aurait pris une autre offre à la place ? Et dans ce cas-là, peut-être le supprimer, quoi. Donc ça, c'est des réflexions à avoir, mais tu peux baser que sur l'analyse de la data par abo. Ouais. Et ça a été le cas. Réellement, on a fait des choix à des moments en analysant ça. Là, dernièrement, on parlait un peu d'abonnement et en regardant, ça nous a permis de prendre des décisions dessus, justement. Donc là, par exemple, d'arrêter ou d'augmenter le tarif par rapport à la renta, c'est ça ? Ouais, de garder ou arrêter en fonction de ce que ça donnait sur le CA. Après, effectivement. Tout à l'heure, vous disiez 50-50 à peu près en termes d'adhérents. Est-ce qu'on est à 50-50 quand on prend un chiffre d'affaires mensuel ? Ou est-ce qu'en fait, aujourd'hui, les carnets, ça représente 70 en ayant 50-50 en quantité ? Aujourd'hui, les abos rapportent plus que les carnets mensuellement. Ok. Alors, la proportion exacte, je ne l'ai pas en tête, mais à mon avis, on doit être à 2 tiers, 1 tiers. Ok. Quelque chose comme ça. Donc 2 tiers du chiffre d'affaires par labo. Ouais, en sachant qu'on a beaucoup d'abos historiques qu'on a gardés malgré le changement de nos offres. On a les abos 2 fois par semaine qu'on conserve encore. Ouais. Donc on a encore beaucoup d'abos qui continuent de rapporter. Donc c'est peut-être un peu biaisé. C'est pas encore. On pourrait peut-être dans 1 an ou 2 refaire le calcul et voir la réalité. Mais... Et sur ces offres-là, vous avez fait le choix de rien toucher ? En fait, on a fait un choix plus global qui est de garder pour les clients actuels exactement les mêmes termes et conditions que ce qu'ils avaient auparavant. Donc on n'a pas fait de coup près surprise. Tenez, vos offres augmentent toutes de X% ce mois-ci. Ouais.
on a fait une augmentation pour les nouveaux clients et on a gardé l'offre actuelle pour les clients existants jusqu'à la rentrée prochaine. Donc c'est un assez gros cadeau qu'on a fait. En gros, c'est ça, ils ont 1 an. Ils avaient 6 mois puisqu'on a fait l'annonce en janvier, on a fait le switch en janvier. Et les clients actuels gardent leur tarif actuel jusqu'à septembre. Et après, est-ce qu'ils ont un préférentiel ou en gros la période, c'est ça l'offre? C'est l'offre. On évite d'avoir 1 million d'abos par préférence par chose. C'est la même pour tout le monde après. Donc en septembre, tout le monde y passe. L'augmentation tarifaire, c'est quoi les réactions? Parce que ça... En fait, grâce à ce système, on a essayé d'avoir un système pour avoir le moins de frustration possible. Et c'est la mise en place de systèmes qui permet de voir venir. Il n'y a pas de surprise. Les gens savent que l'abo va augmenter à telle date. Si nécessaire, si ça leur va vraiment pas, ils peuvent résilier. Mais aujourd'hui, on a très très peu de plaintes en fait. Voire aucune. Et je pense que c'est parce qu'on a mis beaucoup de travail sur la communication et sur un processus lent. Donc vous avez fait comment? En gros, alors, c'est quoi? ce que je pense, la première chose, c'est que on savait qu'on voulait augmenter les prix parce que la salle grossissait. On n'avait pas augmenté les prix depuis l'ouverture, ça faisait 5 ans. Donc à un moment, il fallait qu'on le fasse aussi. Et pour la bonne et simple raison que la vie elle est difficile quand on est une société en France et que si on veut que la salle elle tourne et qu'on vive, il y a un moment il faut aussi qu'on ait de l'argent dans les caisses. Donc pour que les gens puissent profiter de la salle, il faut des fois aussi, il faut ça en fait pour survivre parfois. Donc on savait qu'il fallait le faire, mais la question avec Tom c'était comment bien le faire intelligemment, qu'il n'y ait pas trop de gêne dans la salle parce que c'est super touchy et on sait avec Tom que notre but c'est quand même de garder une ambiance qui est correcte dans la salle. Moi je consulte régulièrement des podcasts, du contenu, CrossFit, business, etc. Et je savais qu'il y avait pas mal de salles qui s'étaient déjà cassé les dents là-dessus en n'osant pas et donc en devant fermer boutique parce que pas assez de business. Ou alors dans le cas inverse, en faisant une augmentation vraiment très très importante d'un coup, un gros gap, et là, grosse plainte, 40-50 adhérents qui se barrent, et là, on voulait vraiment pas avec Tom, donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de réfléchir, on l'a fait en douceur, on l'a annoncé, on a fait une augmentation de prix, c'est passé de 99 € à 110. Donc 10 balles, enfin 11 €. Ouais, 11 €, ça nous paraît totalement normal. Sachant que si on compare entre les services que je proposais à l'ouverture de la salle à 99 € par mois et là ce qu'on propose actuellement en termes de qualité de coaching, en termes de matériel, en termes du fait qu'on a 2 espaces, en termes du fait qu'on a plein de produits en plus, un frigo, etc., qu'on a des courses P, si on commence à additionner c'est monstrueux et du coup le service proportionnellement je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à 110 € par mois qu'à 99 € à l'ouverture. De toute façon, logique. Oui, c'est ça, c'est que 5-6 ans, c'est quand même long. Vous, en étant des structures physiques, vous êtes aussi un peu sujet à l'énergie, par exemple, en ce moment. Le coût du travail, avec les SMIC, le taux horaire au SMIC qui est quand même, en 2 ans, on est passé de 1002 à 1440. Donc, c'est sûr que ça, c'est pas un sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que, au final, on vous a rien dit, quoi. Non, ça s'est bien passé, mais on a travaillé pour. Ouais, c'est étape par étape, c'est être hyper transparent aussi. Pourquoi est-ce qu'on augmente, comment on le fait, pour qui, pourquoi, etc. Est-ce que vous avez mis un truc dans la balance en face, ou est-ce que juste vous avez dit, voilà, ça fait un moment que ça s'est construit? C'était plutôt comme ça, ouais. Okay. C'était plutôt comme ça, en sachant qu'on fait un cadeau aux adhérents de ne pas monter les tarifs en même temps qu'on change notre offre. Concrètement, c'est... pendant 7 mois ou 8 mois, c'est 11 € par mois. Offert. Voilà, donc c'est 100 balles par abonnement de cadeau. Quoi. Donc à la fin, si on compte sur la totalité des adhérents, ça fait pas mal de CA en moins. Ouais. Après, aucun adhérent est content de payer plus, mais je pense qu'il y en a plein qui le comprennent et qui acceptent le fait de le faire et que c'est aussi la façon de soutenir la salle et assurer sa durabilité dans le temps, bien sûr. Après, honnêtement, avant d'augmenter les tarifs, on avait déjà eu pas mal... Enfin, moi, j'ai eu des adhérents qui m'ont dit franchement, ce que vous proposez, je trouve qu'on paye vraiment pas cher. C'est vrai. Ouais, j'en ai eu 2-3 qui m'ont dit non, mais là, c'est vraiment pas très cher. Oui, donc il y en a qui sont presque... En fait, c'est de leur faute à eux. Les autres peuvent se plaindre. On va pas les balancer, sinon il y en a qui vont les détester. Non, il y a eu ces retours-là, mais même sans ces retours avec Tom, on voyait qu'on pouvait monter les prix, il le fallait. Hein. Oui. Vous, c'était... Alors, est-ce que c'est du confort? Est-ce que c'est pour l'avenir? Est-ce que c'était de la survie?
Entre confort et survie quand même. C'est entre les deux. Entre les deux. Parce qu'on a eu plusieurs mois. En fait, quand on s'est associé, il a fallu qu'on paye Tom parce qu'il fait un travail et c'est un salaire quoi. Personne de plus. Et donc ça a augmenté un petit peu les coûts de dépenses de la société. Et il y a toujours de l'inertie. Quand Tom est arrivé, le nombre d'abonnés, il n'a pas explosé d'un coup. C'est suite au fait que c'était compliqué financièrement. Du coup, on s'est dit il faut faire bouger les choses. Là, on a fait plein de choses. On est passé chez Pépi d'ailleurs. C'est un levier, c'est un gros levier. Voilà, ça il faut le dire. C'est le levier. Franchement, c'était un des gros leviers. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est dans cette période-là. Non, c'est que Pépi. Il y a rien d'autre, c'est sûr. Non, mais par contre, ça nous a permis de revoir complètement les processus de réservation de séances d'essai et de souscription d'offres. Et ça, je pense qu'on l'a retravaillé de façon bien plus efficace grâce à tout votre système. Donc ça, c'était quand même un gros levier. Et le deuxième levier, c'était l'Irox quand même. Quand on a pris la licence Irox, ça a vraiment fait monter les abos. Il y a eu beaucoup de leviers. Irox, Pépi, nouveauté du site, les pubs qu'on a bombardées, on a vraiment. Vous disiez ça, pub quoi. Budget un peu. Sur les périodes vraiment clés, type rentrée, c'était jusqu'à 1000 balles par mois. Sinon 600, actuellement on est à 300. Et c'était Meta et Google ? Meta et Google, à peu près 50-50, et aujourd'hui on est uniquement Google. Ouais, ok. Mais distribué sur du... C'est ça, c'est les campagnes Performance Max, je crois. Donc c'est sur plein de réseaux Google. Il y a YouTube, il y a les résultats de recherche, Gmail, etc. Donc en fait tu donnes un petit peu... plein de formes de contenu que tu veux faire apparaître dans ta pub, et Google va lui-même les pousser un peu comme sur Meta, etc. Exactement. Ouais. Et donc pour revenir sur ce qu'on disait, c'est un amoncellement de plein de décisions qu'on a prises qui ont fait grossir le nombre de clients et qui nous a permis de remonter la pente et d'être plus à l'aise financièrement, parce qu'il y a des moments où on a dû serrer la ceinture personnellement sur ce qu'on se versait, sur ce qu'on versait à la SCI. Il y a des mois, on rigolait pas trop, quoi. Donc, c'était... Et puis payer les coachs, et les coachs, on les a toujours privilégiés, ça, on n'a jamais rogné dessus parce qu'il faut pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments c'était un peu chaud. Même après 4 ans d'ouverture de salle, après que j'ai rejoint la salle, on a eu quand même des investissements qu'on a dû faire de notre poche. Des salaires qu'on n'a pas pu se payer. Donc ça prend du temps de faire grossir une salle jusqu'à ce qu'elle soit rentable. Nous, en l'occurrence, ça a pris 6 ans. Donc c'est un long processus. Ouais. Et le fait de monter les tarifs, tu nous disais survie ou confort, un peu entre les deux. Et du coup, là, maintenant, on est plus à l'aise sans être les rois du pétrole non plus, quoi. De toute façon, c'est... pas la structure, enfin il faut plus de temps que ça, ou faut faire un autre business. Là on est au courant maintenant que, ça on peut en parler, mais ça j'en parle tous les jours avec Tom, ouvrir une salle CrossFit, faut pas partir au principe que ça va nous rendre riches, ce sera jamais le cas, il faut voir plus gros, plus grand, soit plusieurs salles, soit d'autres concepts, mais ça suffit pas pour être très très à l'aise financièrement. C'est plus de la passion, enfin c'est le côté communautaire, etc. qui apporte beaucoup, mais c'est sûr que là... En fait, avec l'expérience de gérer une salle, le CrossFit c'est super en termes de passion comme tu dis, mais par contre en termes de logique business, rentabilité, facilité de mise en place, réplication sur différentes salles, etc., c'est vraiment pas optimal. C'est un peu, chaque salle est unique et c'est pas le meilleur business le CrossFit si on veut faire de l'argent, c'est sûr et certain, c'est un truc de passionné, alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas survivre, même vivre bien, mais c'est pas la meilleure formule. Quand on voit les salles libre accès, etc., il y a des choses qui sont très différentes et plus rentables. Puis même aujourd'hui, il y a des concepts un petit peu similaires à des salles CrossFit, mais qui ne font pas du CrossFit, du genre épisode, ce genre de studio d'entraînement, où c'est pareil, des cours en petits groupes pendant 1 heure ou plus. Eux, ils fonctionnent sur des systèmes sans CrossFit, même si c'est de l'entraînement fonctionnel, et sur des entraînements qui sont plus facilement réplicables d'une salle à l'autre, qui vont être les mêmes entre les salles, sur un matériel qui va être normé, etc., qui va prendre moins de place par personne dans la salle, etc. Donc c'est beaucoup plus optimisé. Le CrossFit, tu peux pas vraiment l'optimiser parce que tu as trop de matériel différent, tu as trop d'exercices différents, il faut être hyper adaptable entre chaque séance. Tous les jours, il faut préparer la salle parce qu'il va y avoir des exos différents. Tous les mois, il faut acheter un nouveau matériel parce qu'il manque ça pour se préparer pour les compètes. Et à la fin, ça fait des dépenses, de l'orga. Alors, je critique pas le CrossFit, c'est super, j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est
pas si facile finalement. Oui, c'est pas le modèle, si Non. tu veux faire fortune, tu te lances pas sur une salle de CrossFit. Typiquement, l'Aerox, il y a les défenseurs et ceux qui sont un peu contre, mais un des gros avantages de l'Aerox, c'est par exemple, qui est montré par un des concepts qu'ils ont lancé là. Ils permettent aux affiliés de lancer une salle avec un pack que tu achètes, avec tout compris, tout le matériel qui est inclus. Donc tu as les rameurs, tu as les skis, tu as les wall balls, tu as le tapis pour sled. Tu n'as absolument rien à acheter de ton côté, juste tu adaptes suivant la taille de ton local le pack que tu veux acheter. Et juste avec ça, tu as un truc clé en main pour faire tes entraînements qui est déjà optimisé pour la taille de ton local, pour le nombre d'adhérents, etc. Sur un système comme CrossFit, ce serait beaucoup plus difficile à mettre en place parce qu'il y a beaucoup plus de variétés d'exercices, d'équipements, tout ça. Sur un système comme l'Aerox, ça fait sens et ça marche hyper bien, quoi. Ouais, donc ça c'est un pack que tu payes et ils t'envoient tout. Ça c'est assez nouveau. Je crois ouais, c'est récent. Il y a un mois ou deux, on a lu ça. On s'est dit, waouh, ils sont forts là-dessus niveau business. Aerox, ils tapent fort. Et puis c'est un pack que tu prends et tu as tout ton équipement aux couleurs Aerox, donc ta salle est déjà. Elle est brandée, mais eux, c'est magique pour eux. Tu viens, tous les adhérents viennent s'entraîner en voyant la marque. C'est du génie en marketing. Mais c'est vraiment bien pensé ce système. Et tu payes pour qu'ils t'envoient le pack? Oui, tu payes le matériel et tu dois avoir forcément, je pense, des frais qui sont liés à l'organisation parce que c'est eux qui disent le rameur il est là, le sled il est là, parce qu'ils ont optimisé toute la logistique d'utilisation. C'est leur marque? Ils font fabriquer j'imagine qu'il y a du concept 2 parce que les rameurs, tout ça c'est concept 2. C'est concept 2 et après c'est la marque Aerox, je crois, le matériel à confirmer, je crois. Donc ils font produire maintenant du matos et le distribuer. Je sais pas, franchement. Je crois. Et vous avez vu le prix un peu? Ça dépend de la salle et tout, c'est du devis systématique. Je me rappelle plus, ça doit être forcément cher puisque c'est des services vraiment haut de gamme, mais par contre qui simplifie énormément toute la logistique derrière, c'est un gain de temps monstrueux. On le voit, on travaille tous les jours à la salle, donc on se rend compte de l'énergie qu'il faut dépenser pour préparer les cours, le matériel et tout, c'est du temps et de l'énergie. Ok. En tout cas sur la partie KPI, est-ce qu'il y a d'autres choses, sur les indicateurs? Un dernier truc que nous on traque, c'est la partie SEO, donc c'est sur le site, les clics, nos rankings sur les résultats de recherche Google, sur certains mots-clés, etc. Ça, on fait l'effort de le faire. Je pense pas que ce soit quelque chose de nécessaire à faire pour toutes les box. Nous, vu qu'on apporte beaucoup d'attention au digital, au site, tout ça, c'est important pour nous d'avoir ces données-là. Aujourd'hui, c'est pas sur ces données qu'on va piloter la gestion de la boîte, mais c'est aussi des indicateurs en plus qui rentrent dans la stratégie, quoi. Donc KPI, si vous regardez le chiffre d'affaires mensuel, vous regardez le chiffre d'affaires récurrent sur le financier, on n'en a pas parlé. Donc la partie abonnement pur. Oui, bien sûr. Ça, du coup, vous avez ce que tu disais, 2 tiers à peu près. C'est ça. On sait à peu près. De toute façon, on va sur Pépi en début de mois, on va sur les stats financières, on voit les entrées d'argent. On sait que les entrées d'argent au début du mois, c'est les abos, parce qu'ils sont programmés pour rentrer le premier. Et tout ce qui va rentrer par la suite, ça va être les carnets en fait. Okay. Et après, il y a un très faible pourcentage qui va être les ventes cashless, mais c'est petit. Et les cartes bleues qui ne sont pas passées par les adhérents et qui doivent mettre à jour et qu'on doit rappeler. Voilà. Je rigole. Maintenant, il y a l'IBAN. Maintenant, il y a l'IBAN, voilà. Mais on ne peut pas encore... faire les deux, c'est ça que tu vas me dire. On ne peut pas encore switcher quelqu'un qui a déjà une carte vers l'IBAN, je crois. C'est ça. On avait appelé Pépi en leur demandant. Le backup de l'un ou l'autre, on nous demande pas mal en ce moment. Donc ça va arriver. Non, mais la dernière partie, je pense... spécifique de votre point de vue, on a déjà un petit peu abordé sur l'IA et tout ça, sur des cas un petit peu différents. Concrètement, pour vous, vous utilisez comment l'IA? Est-ce que c'est une utilisation très exécutive? Donc je vais rédiger un mail, j'utilise l'IA, voilà, un petit peu comme tout le monde. Est-ce que ça va plus loin que ça? Et sur quoi du coup? Je pense que il y a beaucoup de valeur avec simplement le fait même pas automatiser, mais juste rendre plus rapide certaines tâches répétitives du quotidien, la rédaction de mails, de news, etc. Mais je pense qu'il y a une valeur que beaucoup de gens n'ont pas encore été chercher, qui est aujourd'hui l'IA peut faire beaucoup de choses en autonomie, créer des sites codés,
prendre contrôle d'un ordinateur. Et ça va bien plus loin que simplement se connecter sur ChatGPT en plan gratuit et poser une question avec un modèle ancien qui répond à côté de la plaque une fois sur deux. Aujourd'hui, les modèles les plus performants, c'est des modèles qui sont juste incroyables en termes de capacité, de code, etc. Franchement, n'importe qui peut lancer une application interne. Si quelqu'un a un souci, enfin pas un souci, mais un sujet interne de business pour sa salle, c'est très facile d'avoir un outil de suivi qui soit complètement personnalisé, d'avoir un outil de relance, d'avoir un outil de... En fait, c'est une histoire de quelques prompts, d'avoir installé Codex ou Claude Code et ensuite de prompter rapidement. Et tu peux avoir n'importe quel outil et après tu peux automatiser absolument n'importe quoi. Donc c'est sky is the limit pour les owners aujourd'hui. Et donc quand tu dis automatiser n'importe quoi, parce que quand tu dis une appli, etc., tu pourrais penser que c'est une appli que tu mets sur ton téléphone. Non, je parle plutôt d'une web app interne, parce que à partir du moment où tu es user facing, où tu vas avoir des utilisateurs, etc., il faut beaucoup plus polir le truc, il faut que le code soit solide, il faut faire des reviews, tout ça. Par contre, si c'est un outil interne, tu peux te permettre que ce soit un peu plus bancal, mais du moment que ça fonctionne, c'est bon, quoi. Donc ça, aujourd'hui, mettre en place un site avec des fonctionnalités qui sont complètement custom, ça se fait en 1 heure. Donc en gros, tu fais un site, tu te connectes dessus, et après, sur ce site-là, tu mets quoi ? C'est plus simple que ça. Tu installes Codex sur ton ordinateur, par exemple. Tu lui dis, tu lui donnes accès à, par exemple, un système du type Vercel pour héberger les sites web. Tu lui dis tu achètes un nom de domaine ou pas, parce que tu as des noms de domaine gratuits. Et tu lui dis, je voudrais avoir un site qui a telle fonctionnalité, qui permet de relancer telle personne, de faire telle chose, de traquer telle donnée. Et ensuite, tu te laisses te guider. Et après, c'est de l'itération petit à petit. Tu as un premier résultat qui ne va pas être parfait, tu peux l'améliorer. Et après, ça se fait au prompt. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas technique. N'importe qui peut le faire parce que c'est des instructions textuelles, quoi. Textuelles, ou même que tu peux donner à la voix, en vocal, si tu installes des trucs compatibles. Donc, c'est à la portée de tout le monde, en fait. Et pour moi, c'est surtout ça le côté un peu révolutionnaire. Au début, on avait les chatbots type ChatGPT. Aujourd'hui, on a des agents qui permettent de réaliser des tâches concrètement sur un ordinateur. Et c'est vraiment la next step. Et en fait, on se retrouve avec on peut tout faire. Franchement, c'est impressionnant. Avec les modèles les plus récents, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, moi, pour passer mes journées dessus, honnêtement, c'est un jeu, c'est addictif. Parce qu'il y a un côté complètement magique où tu lui demandes de faire quelque chose. Il travaille en autonomie, il code, il y a les fichiers qui apparaissent tout seul, il les met sur Google Drive, il les met sur machin, il crée l'Excel, il crée et tu vois tout ça prendre vie devant toi, devant tes yeux, juste suite à un prompt. Et il y a un côté complètement magique, complètement fou, et tu as une sorte de hit de dopamine qui arrive dès que tu as un truc qui a été fait, qui a été livré. Toi, tu le reviews, tu lui dis « Ah non, travaille mieux, c'est pas vrai. » Tu vois, mais c'est un jeu. C'est hyper kiffant à mettre en place. Et c'est pas très compliqué, en vrai. Non. Faut passer un peu de temps, quand même. Au début, il faut au moins se renseigner un minimum sur le fonctionnement de tout ça. Mais c'est pas compliqué parce que c'est à la portée de tout le monde de donner un prompt, en fait. Un prompt, c'est une instruction en langage courant. Donc n'importe qui peut lui demander de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que toi, t'avais pas de background informatique. Non, j'ai pas de background tech, à part avoir fait un peu de site web, mais sans code, simplement du front-end, du WordPress, etc. Et ça n'empêche que pour le PowerSpot, j'ai pu livrer plusieurs apps internes qui sont complètement fonctionnelles, qu'on utilise quotidiennement. Tu disais, vous avez un truc pour la prog ? Ouais, exactement. Tom, il parlait des différents onglets SEO, financier, prospect. Mais on a aussi une page séparée que Tom il a créée pour me décharger niveau boulot, parce que moi... mon but, c'est d'optimiser l'expérience client quand on est à la salle, et pour ça, il faut que la programmation elle soit la plus claire possible. Nous, on reçoit de la programmation, on a délégué la programmation, mais moi, je le réécris tous les jours pour qu'il y ait le moins de mots possible, pour que les adhérents ils comprennent très facilement. Ouais, okay. En gros, juste la lisibilité au tableau. D'ailleurs, on pourra en parler, on n'a pas parlé de ce qu'on fait, on en parlera après, parce qu'on projette sur le tableau, et sur PC, je veux dire, quoi. Et donc, le but, c'est que ce soit le plus clair possible. Moi, tous les jours, je réécrivais, et Tom, il m'a créé une page justement où en fait, je copie-colle la prog, et ça va réécrire la programmation selon
comment moi... Votre style, quoi. Notre style, exactement. En gros, on lui a donné des dizaines ou des centaines de consignes. Imaginons un warm-up, on réécrit warm-up avec majuscule. Moi, je réécris toujours le temps de séance. Warm-up, ça a duré 15 minutes. Ok, t'écris warm-up 15 minutes à chaque fois. Après, ok, quand il y a marqué dumbbell, tu vas écrire DB pour gagner de la place. Et en fait, tout ça fait que je copie-colle, je rentre dans la page, et à la fin, ça me fait... une écriture qui est comme si moi je l'avais faite. Alors bien sûr, je relis et il y a des choses à réajuster, et ça me permet de diviser peut-être par 2 ou par 3 mon temps que je vais passer à réécrire. Si je réécris 2 cours par jour, Hyrox et CrossFit, ça va me prendre peut-être un peu plus d'une demi-heure de base, parce que je veux que tout soit nickel tous les jours. Là, ça va me prendre 10 minutes, 15 minutes, quoi. Et multiplié par le nombre de jours et par an, en fait, le temps gagné est monstrueux. Donc tout ça, c'est pour parler du fait que il y a une possibilité qui est infinie avec ce qu'on peut faire avec un agent IA qui est fait... ça peut se faire sans être un codeur professionnel, et c'est très utile. Après, à chacun de trouver la façon de l'utiliser à bon escient pour ses propres tâches, ce qu'on a fait avec C'est exactement ça. Et en fait, on pourrait inviter tous ceux qui regardent cette vidéo, s'ils sont honneurs, pas forcément à copier ce qu'on fait, mais de regarder leurs tâches quotidiennes qui leur prennent du temps et de réfléchir, est-ce que je pourrais rentrer ça dans un système que je peux automatiser ? Est-ce que je pourrais réduire de 50% le temps alloué à cette tâche, ou même 100% parfois ? Et en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Chacun va avoir ses propres problématiques. Donc c'est pour ça que je ne peux pas donner de recettes pour tout automatiser. Mais par contre, l'avantage d'un outil comme l'IA aujourd'hui, c'est que tu peux l'adapter à tes problématiques et avoir un outil d'automatisation vraiment du début à la fin, quoi. Et ça peut être méga spécifique, en fait. Ça peut être très spécifique. Là, par exemple, c'est très spécifique, extrêmement spécifique, c'est sûr. Et c'est plein de petites choses. C'est pour ça que parfois il faut aller chercher plus loin que... Enfin, on pourrait s'arrêter à juste, on a des prospects, il faut automatiser la relance. Mais là, par exemple, la programmation, c'est un exemple parmi d'autres de ce qui est applicable aujourd'hui. Simplement, on a des requis de formalisme à la salle. Et en un claquement de doigts, on applique la programmation à ces requis-là. On pourrait faire la même chose sur beaucoup d'autres choses. Et je pense que même nous, il y a plein d'éléments dont on n'a pas pensé encore aujourd'hui et qu'on pourrait soit automatiser, soit rendre beaucoup plus simple. Dans l'entretien, finalement, je me rends compte aussi, là, dans tout ce qu'on s'est dit, que au fur et à mesure, avec IA ou sans IA, avec Tom, notre but, c'est de gagner du temps sur plein d'actions qu'on fait à la salle. On a, depuis que j'ai ouvert la salle, notre but, c'est de gagner du temps, tout le temps, et de pouvoir avoir plus de temps aussi pour nous, pour d'autres projets plus tard, et de se libérer du temps aussi pour nous, si on veut, quoi. Personnel. Et en fait, c'est avec des petits changements au fur et à mesure que, à la fin, moins de travail à faire, déléguer plus ou automatiser certaines choses ou rendre des choses plus faciles à la salle, ce qui fait qu'à la fin tu es soit plus serein, soit tu as du temps à allouer sur du business pour faire de l'argent plus tard, ou des projets qui vont être juste intéressants et faire plaisir au owner, quoi. Et puis on parlait tout à l'heure du fait qu'avoir une box de CrossFit c'est pas très optimisé en termes d'allocation de temps, etc. pour le owner. Si on voulait lancer une autre box, une deuxième, une troisième, si on n'a pas des systèmes comme ça qui permettent de sauvegarder du temps, d'automatiser des process à travers les différentes boxes, c'est quasiment impossible d'avoir plusieurs boxes. Donc on est obligé, si on veut grossir, d'avoir des systèmes mis en place comme ça. C'est mécanique. Oui, ça a besoin d'être réfléchi. Après, je pense que ce qu'on dit sur globalement, c'est pas optimisé pour avoir un financier... des courbes financières, investissement de temps qui soient super rentables sur une salle de CrossFit. Il y a évidemment des exemples, des contre-exemples. On en connaît quelques-uns, mais c'est vrai qu'en majorité, c'est pas là que tu vas... Et les contre-exemples, pour le coup, sont des structures qui sont très, très organisées et qui ont eu, je pense, dès le début, cet esprit-là de se dire « Ok, on gagne du temps pour le mettre ailleurs ». Etc. Puis après, de la rentabilité, réfléchir à la rentabilité à ça. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête dans tous les domaines, quoi, parce que c'est à la fois comment on conçoit le site, comment on parle de la salle, est-ce que les clients peuvent tout simplement payer par carte ou pas à la salle. S'ils payent par carte, c'est une action à faire tous les jours, de sortir le TPE, de rentrer le montant, de donner le ticket, etc. Nous, on a fait le choix d'avoir que des paiements sur le site via Pépi, et ça nous libère de toute la paperasse, en fait.
Et je peux revenir sur le sujet dont je parlais tout à l'heure de la projection de l'écran, parce que je pense que c'est intéressant pour deux choses, pour montrer l'organisation, l'optimisation qu'on a eue, mais aussi pour donner envie aux honneurs de le faire. En gros, pour récapituler, moi, à l'ouverture de la salle, j'étais comme la majorité des box CrossFit. J'écrivais sur un tableau, c'était à la craie sur un tableau noir. Le temps perdu, bon... craie, tableau noir en plus. Ouais, alors ça, c'était la version... Jusqu'au bout. Attends, on va tout lisser. Ça, c'était la version 1. Donc, ça mettait de la craie partout. Quand on effaçait... Sur les dalles, c'était horrible. On perdait un temps de malade. En plus, le Après, tableau, il gondolait le tableau parce que je l'effaçais avec de l'eau. Bon, bref, c'était horrible. Je suis passé à la version 2 où on écrivait sur un tableau blanc au feutre Velleda exactement. Déjà un petit peu gain de temps. Et après, avec Tom, on est passé directement sur de la projection en ligne sur écran. Donc en gros, on a un PC qui est connecté, où il y a la programmation en ligne, et on le projette sur la télé. Le PC est branché à la télé, et du coup on peut défiler rapidement les WOD, les parties, agrandir, rapetisser les écritures. C'est super pratique. Et ça paraît bête, mais c'est incroyable le temps qu'on a gagné tous les jours là-dessus, et je ne reviendrai plus jamais pour ma part à une écriture à la main. C'est impossible. De toute façon, c'est impossible. On a viré les tableaux blancs, on n'a plus que des écrans. Donc on ne peut même plus, si on le voulait, on ne pourrait plus revenir. Ça devient un mème en plus à la salle, parce qu'il y a tous les adhérents qui me demandent mais il est passé où le tableau blanc? Je l'ai viré, il n'y a plus besoin. Tu passes bien 10 minutes, 15 minutes à faire ça tous les jours, non? Écrire une séance 10 minutes. Ah ouais, bah déjà s'il faut il faut l'écrire, il faut l'effacer. Quand tu fais une petite erreur, c'est long, etc. Moi sur PC tout va super vite finalement. Bah, et surtout quand tu as une programmation externe que tu copies-colles. En plus que tu copies-colles. Et surtout quand tu as un outil qui permet de... il faut faire par étapes. Et en plus de ça, moi régulièrement je remodifie les séances de la journée. Si par exemple il y a une logistique qui ne marche pas en termes de matériel, ou que le time cap il est pas bon, je vais pouvoir réécrire directement. Ça me prend 10 secondes au lieu d'effacer, galérer. Bon bref, c'est un temps, pour résumer, qui est gagné. Et puis en plus, tous les coachs ont l'info, et les adhérents l'ont aussi. Donc les adhérents peuvent avoir accès au planning, ce qui pourraient pas avec simplement un système Velleda. Et les coachs peuvent avoir accès aussi avant les cours de chez eux, ils peuvent préparer les séances, et si jamais il y a une modification sur la séance, les modifier en direct pour tout le monde. Donc c'est beaucoup plus facile. Ouais, et j'invite les honneurs à utiliser ce système-là, des écrans. Ouais. D'ailleurs, avec le nouveau système Pépi, vous pouvez avec le pack communautaire. Avec le pack communautaire. On va vous inviter plus souvent, quand vous allez venir toutes les semaines, passer des coups de téléphone. C'est ça. Juste pour clôturer tout ça, tu parlais d'IA et tout ça, le coût. C'est quoi le coût Est-ce que c'est vraiment du temps, et pour l'instant c'est pas très financier? En fait, le coût en lui-même est faible, et encore plus si on le compare au fait de payer quelqu'un pour faire les tâches qu'on donne à l'IA. Dans ce cas-là, le coût est dérisoire. Aujourd'hui, nous, on paye un abonnement OpenAI ChatGPT Pro à 100 € par mois. Concrètement, si on devait avoir quelqu'un qu'on payait pour faire ces tâches-là, ce serait au moins 2 personnes. Avec plus d'un SMIC, parce que c'est des gens compétentes, des devs, etc. En fait, c'est impossible, on ne pourrait pas engager ces personnes-là. Donc financièrement, c'est 1 million de fois plus intéressant. Et je pense que c'est raisonnablement accessible. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. En tout cas, c'est un investissement qui se retrouve, quoi. Ouais, complètement. Et si c'est trop, il y a des plans à 20 balles par mois. Donc bon. Oui, tu peux commencer en utilisant... Après, c'est une histoire de... Plus tu l'utilises, plus tu utilises la jauge de tokens qui te sont alloués. Donc plus tu consommes, plus ça te coûte cher. Voilà, donc si au bout d'un moment, au début, c'est bien de commencer avec 20 € par mois, puis tu te finis vite frustré, parce que comme je disais, c'est très prenant et très gratifiant de commencer à faire des choses. Donc tu finis vite à prendre le plan à 100, et peut-être pourquoi pas 200 balles. Même 100 balles, c'est pas assez pour Tom. Des fois, il m'appelle et il me dit voilà, j'ai fini les 100 €, je suis obligé de prendre une pause. Il est dégoûté. Je suis dégoûté, je suis obligé de prendre des vacances, je peux plus travailler. Voilà. Il ne peut pas coder pendant 3 heures. Non, mais merci pour tout, d'avoir partagé un peu toutes ces infos en étant transparent. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités, des choses que vous voudriez partager par rapport à la gestion de salle, par rapport à tout ça? Je pense que dans notre entretien, on a réussi
à parler des sujets qui nous intéressaient le plus. Pour moi, les sujets qui nous intéressent le plus, c'est utiliser la technologie à bon escient et optimiser les tâches qui peuvent être mieux organisées pour gagner du temps en interne dans la structure. Que ce soit avec de la technologie ou non. Ou pas d'ailleurs. Ouais. Ou pas. Moi, c'est les choses que je pense qu'il faut garder en tête et retenir de ce qu'on s'est dit. Je sais pas ce que tu en penses, Tom. C'est ça, si on devait résumer l'élément un peu différenciant de notre salle, je pense que c'est ça. C'est l'effort qu'on porte sur le marketing, sur le digital, sur l'automatisation, la simplification, la clarté. Je pense on est dans un monde où il y a du bruit partout. Si en plus il faut naviguer à travers un site, comprendre les 1000 offres, comprendre qui contacter, qui appeler. En tant que client, tu veux dire. En tant que client, exactement. On s'en sort pas, donc il faut simplifier à 100%. C'est vraiment le mot-clé, c'est simplifier, mais que ce soit en digital, mais même dans la salle, c'est toujours aller au plus simple. Et on peut tomber dans le piège inverse de tout surcompliquer, mettre des process là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Nous, on essaie de ne pas tomber dans ce piège-là. Pour l'instant, ça nous permet d'avoir un système où on arrive à être... Je pense qu'on a trouvé un système où on peut être durable, où on n'est plus en train de survivre, garder la tête hors de l'eau et s'épuiser mensuellement. Et tout à l'heure, là, quand ça a coupé vite fait, on a parlé du fait qu'il y a le cercle vicieux. Quand tu es au taquet, en fait, petit à petit, tu vas être moins dispo, moins bon, moins patient, tu disais aussi, avec les gens. Et tout ça, en fait, ça t'amène quand même au fond. Message simple, mais faites attention à votre santé mentale, à tout le monde. Pour les honneurs, parce qu'on se croit tous invincibles, parce qu'on fait du sport, on a une bonne hygiène de vie, on est plus résistant que la moyenne, c'est réel, on est très résilient. Mais très résilient, ça ne veut pas dire énergie infinie et invincible. Et il y en a certains qui s'en rendent compte au fur et à mesure du temps. Et le but, c'est réussir à s'organiser pour éviter d'être trop dans le rouge ou exploser contre le mur, quoi. Donc à vous de vous organiser pour essayer de faire du business et prendre soin de tout le monde, bien sûr, quoi. Ouais. Il y a un petit déclic qu'on a eu, je pense, mentalement, parce qu'on a pas mal parlé avec quelqu'un qui nous a un peu aidé, je pense à Étienne. Oh là là, on l'a cité, c'est bien. Ouais, on l'a cité, big up à Étienne, voilà. Exactement. En fait, Étienne, moi personnellement, il m'a fait prendre du recul sur ce qu'on faisait. En fait, concrètement, quand tu as une salle de CrossFit, tu apportes beaucoup de valeur dans la vie quotidienne des gens. Tu leur apportes du sport, de la santé, parfois un cercle d'amis, parfois, pour certains, c'est presque les seules relations en dehors du travail qu'ils peuvent avoir. C'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur. Il ne faut pas se sentir... faut pas avoir de limitation mentale avec le fait d'avoir un business qui tourne autour de ça. C'est normal de se faire rétribuer pour quelque chose qui apporte autant de valeur à la société. Je pense que ça peut être un blocage mental que pas mal de honneurs peuvent avoir. De ne pas oser monter les prix, pas oser faire telle action qui leur permettrait de vivre un mois de plus ou un an de plus. Mais en fait, en vivant un an de plus, c'est un an de plus de relations sociales pour les adhérents, un an de plus de sport, de santé, etc. D'espérance de vie. D'espérance de vie. Il y a un impact réel qui est hyper positif, mais en fait, il faut le concilier avec la réalité économique et les deux vont ensemble. Donc, il ne faut pas avoir de blocage mentaux par rapport à ça. Étienne, il t'a dit c'est bien ce que vous faites, il faut que ce soit payant. C'est ça. Il nous a donné les crocs sur le business et il nous a réveillés, mais de la bonne façon. Et il nous a fait comprendre, si on doit résumer en quelques mots, c'est n'ayez pas honte de faire de l'argent parce que vous apportez quelque chose de positif à la société. Et maintenant, on en est conscient, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas encore dans le milieu. Complètement. Dans notre milieu, autour de Pépi, PowerSpot, Honneur, etc. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que à l'inverse du cercle vicieux, il y a aussi le cercle vertueux. Et quand il y a du temps qui se dégage et parce qu'on a optimisé, etc., on réfléchit mieux et on est de plus en plus souvent productif, agréable avec les gens, etc. Et ça peut s'inverser, quoi. C'est pas parce qu'on est dans le rouge qu'on va rester dans le rouge, quoi. Ouais, complètement. Et puis c'est l'entrepreneuriat, hein. Toutes les boîtes ont des hauts et des bas. Je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur en France qui n'a pas eu une période compliquée. C'est normal. Ça ne veut pas dire que c'est infini et que ça ne s'arrêtera jamais, cette période compliquée. Je pense qu'il faut persister aussi et ça peut toujours se résoudre. Après, on peut toujours trouver une solution pour tout. Mais merci beaucoup, les gars, d'être venus jusqu'ici. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses, que ça continue comme ça. Merci Thomas. Merci à toute l'équipe Pépi, c'est top. Ouais. Et faites les rendez-vous au meeting avec Emma pour le business. Elle est forte, elle nous a aidés. Voilà, elle sera contente. Merci, les gars. Merci. Allez.